Un autre épisode de la version longue de la télévision du Sud-Ouest. Oui. Avec Mathieu Legault et Maxime Auclair. Encore une fois, un autre bel invité qu'on connaît bien quand même, surtout dans le cadre de notre travail à la télé. C'est quelqu'un qui s'appelle Luc Lécuyer, très engagé dans la région. Il est président, responsable. Directeur général. Directeur général d'Héritage Saint-Bernard à Châteauguay, qui est un super bel organisme. C'est l'île Saint-Bernard, en fait, c'est un incontournable. Si vous êtes dans la région, mais vous connaissez pas bien Châteauguay, il faut que vous vous arrêtiez là. À l'année, il y a toujours quelque chose qui se passe, une conservation de la nature. Et Luc est quelqu'un qui est là depuis 22 ans et qu'on connaît beaucoup, mais en même temps, il y a plein de choses qu'on a appris, je pense. Oui, quelques affaires. Moi, ça fait longtemps que je le connais. On a parlé beaucoup d'environnement, évidemment. Ouais. C'est comme le point rassembleur de cette discussion-là. Mais c'est quelqu'un de... Moi, je le vois comme un vieux sage. J'y ai pas dit en personne, il va le voir. Il va l'apprendre là. Mais t'es pas vieux. Mais non, t'es un sage. Mais t'es plus vieux que moi. Mais c'est ça. J'aime juste lui jaser. Et puis là, c'était le fun. Ça déviait sur plein de trucs, le transport, des idées, tout ça sur la région. C'est quelqu'un qui est très posé et très, très réfléchi dans son approche. C'est évidemment une super belle discussion qu'on a eue avec lui. Puis ce que j'aimais, c'est qu'il va l'expliquer, mais justement, l'Héritage Saint-Bernard, c'est parti de mouvements citoyens, c'est parti d'initiatives qui a mené à quelque chose de plus concret, puis c'est intéressant de voir que ça aboutit à des trucs concrets, réels, qui font vraiment des vrais changements dans la région. Qui combattent un peu mon cynisme latent. On travaillait là-dessus. On s'en va écouter l'épisode avec Luc Lécuyer. Luc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je pense que tu as fait une grosse route pour te rendre. Ah oui, écoute, ça fait 3 heures que je suis dans le trafic. C'est dans le trafic de Châteauguay. Mais merci d'être là. Puis on voulait juste commencer en te lançant plein de fleurs. Pour te rendre vraiment mal à l'aise. Ah oui? Commencer ça bien comme il faut. Non, mais c'est qu'à chaque fois qu'on fait un projet, tu es tout le temps sur notre liste. Moi, ça fait longtemps qu'on se connaît par la télé. On se voit sur plein de tournages parce que, de un, l'île Saint-Bernard, Héritage Saint-Bernard, c'est un incontournable. Et de deux, je pense que tu es aussi un incontournable. Je pense que c'est une raison aussi que, je veux dire, tu es le directeur général, fait que c'est toi qui as comme aussi mis un peu la base de tout ça, mais... C'est ça. C'est parce que je trouve que tu es quelqu'un de vraiment intéressant. Je me suis dit, là, on a un podcast qu'on va s'asseoir et jaser. Fait qu'il faut jaser avec lui. T'es bien smart. J'espère que je vais combler. Non, c'est ça. Non. Mais puis aussi, quand c'est pas pour parler d'environnement ou parler de la nature, c'est tellement un bel endroit qu'on est allé souvent pour des tournages, une belle salle. C'est l'île Saint-Bernard. À Montréal, je viens de Montréal, mais j'habite à Montréal. Mais à Châteauguay, c'est comme un incontournable aussi. C'est un incontournable, c'est sûr. Puis tu vois, je vais faire un bout sur l'archéologie. Là. C'est Adrian Burke, le professeur qui a fait les recherches pendant 5 ans. Oui, c'est ça. Les fouilles avec l'Université de Montréal. L'Université de Montréal, mais il y avait plusieurs autres universités. C'est ça. Puis il y avait des gens de Kanawake aussi qui étaient là, parce que le but, c'est de faire en sorte que ils sortent des archéologues de Kanawake puis qui s'occupent de leur affaire aussi un jour. Ça, c'est très, très bien. Mais il m'a envoyé son rapport préliminaire, que je vais vous l'envoyer si vous voulez. Là. Tabarouette, on n'est rien. On n'est rien, on est petit en tabarouette. Tu sais, sur l'île, là, c'est des objets qui ont été trouvés jusqu'à 4000 ans. Ah ouais, c'est ça. Fait que, puis moi, à 4000 ans, ça m'impressionne. Ben oui. Parce que, tu sais, quand j'allais à l'école, on nous disait, Jésus-Christ, ça fait 2000 ans qu'il est passé. Puis la pointe de flèche que j'ai trouvée avait 2000 ans plus vieille que Jésus-Christ. Quand on y pense, on a ça en perspective. C'est comme, c'est fou comment il y a eu du monde avant nous, tu sais, qui ont vécu. Il y a eu des guerres, des enfants, il y a eu de l'amour, toutes sortes d'affaires. Mais le monde a passé sur l'île Saint-Bernard, qui était un lieu stratégique et, mais je te dirais, spirituel aussi, parce que beaucoup de choses se sont passées et il y a beaucoup de... Les Amérindiens l'utilisaient aussi pour leurs morts. Hein? Le tertre, là, la butte, les morts allaient là en hauteur souvent. Fait que c'est vraiment intéressant de voir tout ce qui s'est passé là. Puis nous autres, on est là aujourd'hui, on fait rouler ça, mais sous nos pieds, il y a plein de choses qui se sont passées. Il y a des histoires, ça m'impressionne beaucoup, moi, ça.
Bon, on a parlé d'histoire avec Marcel Labelle, qui était un invité précédemment qu'on a reçu. Il s'est intéressé beaucoup à la ville de Beauharnois, entre autres. Mais c'était un peu dans son discours comme quoi, au Québec, en tout cas, en général, les gens sont pas si intéressés à l'histoire plus qu'il faut. Ça attire pas tant les gens. Quand il y a des événements, il y a des conférences ou des musées, tu sais, c'est tellement riche notre histoire, pas autant qu'en Europe, là, parce qu'on parlait c'est le nouveau continent puis nouveau monde, mais quand même, il y a quand même une richesse qui est comme pas assez... je sais pas, constatée. Mais ça dépend toujours comment c'est présenté. Hein? Parce que, tu vois, sur l'île Saint-Bernard, on reçoit pas tout à fait 300 000 personnes par année, qui est beaucoup de gens. Là. Et là-dessus, tu sais qu'au niveau de notre programme éducatif, s'adresse aussi pas seulement aux jeunes, mais s'adresse aussi aux adultes. Et puis, on reçoit beaucoup de groupes où on parle d'histoire. Là. Puis nos personnages qui accompagnent nos animateurs sont déguisés en personnages. Puis là, ils parlent d'histoire. Puis les gens aiment beaucoup ça. Même à bord du ponton, on parle d'histoire, ou les navettes fluviales qu'on avait organisées entre Beauharnois et Châteauguay. Les gens aimaient beaucoup ça. Oui, les gens n'étaient pas toujours au courant de ce qui s'est passé, mais maintenant, ils étaient vraiment impressionnés de voir qu'il y a juste 200-300 ans, comment ça fonctionnait. Là. Mais il faut offrir des produits. Tu sais, quand tu as l'île Saint-Bernard, là, quand tu gères l'île Saint-Bernard, tu peux pas parler d'histoire, puis d'amener les gens, puis rendre ça intéressant, puis mettre des panneaux, mais il faut le faire, tu sais. Puis c'est ça, mais comme l'île, on dirait que c'est... Moi, je vois ça comme c'est comme un aimant. Tu sais, on dirait que ça attire les gens, puis ça a attiré les gens depuis 4000 ans. C'est ça, exactement. Fait que les gens vont là, puis tant qu'à les avoir, ben c'est ça, d'offrir. C'est de leur montrer qu'est-ce qui se passe. Puis je pense, pour avoir, parce que j'ai filmé, j'étais allé 2 ans de suite, filmer les fouilles, juste faire un topo comme ça, puis... Tu sais, je veux dire, d'avoir les archéologues qui étaient là, juste, c'était pas loin du manoir. Là, c'était devant la maison, en fait. Oui, c'est ça, l'ancien manoir. Ancien manoir, là. Mais ils étaient là sur le bord du chemin. Là. Les gens, ils arrivaient, c'était comme, qu'est-ce qui se passe? La clôture, des gens habillés en kaki. Genre, là. Mais c'était ça l'idée. Mais ça faisait, c'est ça, puis comme ce qu'Adrian disait, puis ce que tu allais dire, mais c'est que les gens allaient les voir, puis eux, ben, ils étaient contents de leur parler. Parce que normalement, s'ils sont dans la baie James, il n'y a personne. Ils sont là dans leur affaire. Là, c'est comme, ils peuvent montrer, hey, on vient juste de sortir ça. Mais Adrian Burke, l'archéologue, avait demandé à ce qu'il y ait toujours un étudiant qui soit là disponible pour parler aux gens. Parce que lui est très sensible à ça. Ben, c'est un professeur. C'est le partage des savoirs. Parce que ça donne quoi de juste fouiller et remettre ça dans un... les annoter, le mettre dans un cartable. Les gens sont là. Ils sont là, puis les techniques de fouille sont impressionnantes. Puis c'est vraiment structuré. Et il était là pour montrer à la population qu'est-ce qui se passait. Puis là, il y a un rapport qui va sortir. Nous autres, aussitôt qui va être officiel, le rapport, on va le mettre sur notre site, puis les gens vont pouvoir le consulter. Mais c'est vraiment intéressant de voir ce qu'ils ont trouvé là, puis comment ils font pour chercher les choses. Y a-t-il des éléments trouvés qui vont rester comme disponibles pour être vus en tout temps sur l'île? Oui, vous appartenez en quelque sorte? Les objets qui ont été trouvés s'en vont habituellement à le chemin. Là. Ils s'en vont à l'université, ils vont être classés, étudiés, tout ça. Après ça, retournent au musée d'archéologie de Roussillon. À la Prairie. Et le musée voulait organiser une exposition de l'île Saint-Bernard à la Prairie. Et nous, en tout cas, quand je dis nous, c'est Héritage Saint-Bernard, mais aussi la ville de Châteauguay avait une intention, un intérêt pour que certains de ces objets-là reviennent sur l'île, puis qu'on ait un petit musée pour expliquer aux gens qu'est-ce qui s'est passé. Et ça sera possible un jour. Là. Je sais qu'il y a un comité à la ville de Châteauguay qui étudie l'avenir du manoir du Hauville et du vieux manoir et de la Villa Marguerite. Ça fait à peu près 1 an là, que le comité étudie ça. Puis je pense que c'est dans leur idée de faire en sorte que un jour, on ait un petit musée. Là. Dans la villa, ça peut être intéressant. Exactement, c'est en plein ça. J'ai pas d'autres idées, là, mais c'est sûr que tout le monde pense. Mais c'est sûr que ça peut être extrêmement intéressant justement de l'ouvrir premièrement la villa aux gens. Puis ce qu'on a soumis aussi, nous, à la ville, parce qu'on a été déposer un petit mémoire dans ce sens-là, c'est qu'il faut présenter les artefacts. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse les animer, un peu animer la discussion alentour de ça. Mais aussi, quand on fait l'éco-marché de l'île, on a 80 exposants qui viennent. Et il y a des produits que tu ne retrouves pas ailleurs que chez l'exposant ou à l'éco-marché. Alors, on aimerait ça aussi, avoir une petite boutique pour pouvoir vendre des produits que les gens aiment bien. Là.
t'es pas obligé d'attendre à l'écomarché, mais tu pourras venir les chercher et il y a des locaux, je dis ça demain, je sais pas si la ville va le retenir, mais il y a des locaux de libre dans la Villa Marguerite en haut et on aurait aimé que ça soit offert à des artistes parce que souvent les artistes n'ont pas de lieu de création. Tu sais, t'es chez vous, t'as pas vraiment d'endroit d'atelier pour travailler, mais il y aurait des endroits. En tout cas, c'était notre idée qu'on a lancée à la ville de Châteauguay. C'est ceux-là qui peuvent venir une semaine, 2 semaines. Exactement. Une genre de résidence. C'est ça. Ça peut être intéressant, ça. Oui. Puis c'est clair que c'est un site qui est déjà comme... qui va ouvrir un peu leur esprit, en tout cas, je pense. Qui risque de... c'est va prendre je sais plus quoi faire, va marcher. C'est ça. Se promène là-bas. Mais ça, c'est sûr sortes d'idées qu'on peut avoir, mais tu sais, c'est ça. Il faut prendre le temps de le faire. Ça prend un petit peu de sous. On a une super et bonne équipe pour réaliser ces choses-là. Au niveau du financement, on a Mathieu qui travaille chez nous, Mathieu Lacombe. Mathieu ne fait que ça, chercher du financement pour des projets. On a pensé que ce serait une bonne idée et finalement, c'est une très bonne idée. Là, Mathieu va chercher plusieurs centaines de milliers de dollars par année qu'on peut après ça redonner à la population sous forme d'atelier. Atelier, là, vous avez votre petit jardin. C'est exactement comme en mode... d'inclure dans les écoles. Quand on va dans les écoles, on veut pas que ça coûte trop cher aux écoles. Souvent, c'est gratuit parce qu'on a été subventionné pour y aller. Okay. Puis on va toucher toujours des sujets de l'heure comme les changements climatiques ou il y a tout ce qui est... quelque chose avec le compost. Oui, les bacs bruns. J'ai vu passer. Brutus, le gros bac brun. C'est nouveau à Châteauguay. C'est nouveau à Châteauguay et pour que les gens comprennent bien qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, la meilleure chose à faire, c'est de le dire aux enfants. Fait que si on rentre dans les écoles au primaire, c'est ce qu'on fait présentement. Là. On a la MRC nous a mandaté pour toutes les classes primaires de la MRC de Roussillon. Okay. Et on a une équipe, ils sont 4 animateurs. Fait qu'à coup de 2 animateurs, ils vont dans les classes, puis là, il y a vraiment une mise en scène, sont déguisés, ils arrivent avec les bacs, puis les enfants adorent ça, puis apprennent vraiment qu'est-ce qui va là-dedans, puis pourquoi. Puis quand ils arrivent à la maison, moi, j'ai des commentaires, là, puis les papas me disent « Hey, j'en ai appris une bonne, mon fils me dit maintenant comment ça fonctionne, mon bac brun. » Mais si tu veux avoir du tonnage là-dedans, il faut absolument que les gens posent les bons gestes. Là. Ouais, puis on le sait aussi, si les enfants, ils vont regarder le père. Hey, ça va pas là. C'est exactement ce qui se passe. Papa, c'est ça. Non. Tu fais pas la bonne chose. Avec certains adultes, si tu leur dis directement, ils n'auront pas la même ouverture. Des fois, c'est le réflexe. Des fois, c'est le réflexe. Tu réfléchis pas, mais même moi, mon père était très conscientisé là-dedans. Ah oui, c'est vrai. Oui. Qui a parti le comité environnement à Sainte-Martine il y a longtemps. Puis, mais même, tu sais, je veux dire, ça arrive, là. T'as des réflexes, tu fais la bouffe. Même année, tu le fais, tu fait que des fois, c'est ça. Les enfants, c'est plus facile parce qu'ils n'ont pas encore tous les réflexes de. On jette, on ouvre la poubelle, on met là parce qu'on ne réfléchit pas. Puis sur le même sujet, je ne sais pas si vous avez vu la presse ce matin, ils ont des centres de tri qui veulent fermer. Là. Le groupe Tiru, il y a 4 grands centres de tri au Québec, dont un à Châteauguay. Puis ils ne savent plus quoi faire avec leurs papiers parce que avant, il y avait un débouché vers la Chine et l'Inde et les 2 pays ont décidé de ne plus recevoir de ce type de papier-là parce que c'est un papier de qualité médiocre parce qu'il est mélangé avec toutes sortes d'autres papiers. Alors, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Alors, on se retrouve avec un problème majeur où on va mettre notre papier. Puis là, c'était dans la presse ce matin. Et c'est exactement ça qu'on va parler dans les écoles. C'est que là, on se concentre sur le recyclage, mais en fait, c'est en amont qu'il faut arrêter de produire des déchets. Il faut réduire à la source. Et ça, on n'entend pas parler. Je ne l'ai pas vu dans la presse ce matin. Mais la réduction à la source, là, il y a du chemin à faire là-dessus. Là. C'est clair, déjà, en partant de ne pas faire de déchets ou avec les entreprises, de ne pas suremballer. C'est clair. Puis les centres de tri, quand j'ai vu l'article dans la presse, j'ai tout de suite appelé Marie-Josée Landry, qui est notre directrice de l'éducation. J'ai dit, Marie, parle-moi-en donc de l'article. Y a-tu des choses? Elle me dit, écoute, c'est vraiment la récupération à la source, c'est-à-dire la réduction à la source qu'il faut faire. Puis elle dit, la qualité du tri va faire en sorte que tu vas avoir une matière première de qualité, donc tu vas avoir des débouchés. Mais si on continue à faire du pêle-mêle, ça ne marchera pas. Puis des entreprises qui sont comme à Châteauguay, c'est vraiment primaire, là, c'est une courroie qui passe, puis les gens enlèvent ce qui est pas bon. Mais ils enlèvent là-dedans, ils enlèvent bien des déchets aussi, parce que les gens sont pas très, à la maison, sont pas très disciplinés. Des fois, ils mettent des choses qu'ils devraient pas mettre, là. Mais il y a de l'éducation à faire pour qu'on soit plus sérieux là-dedans. Là. Parce que moi, des fois, ça m'est arrivé, on dirait que
On dirait parce que je voulais trop bien faire. Tu sais, tu dis, je suis pas sûr, je vais le mettre dedans. Tant qu'à pas être sûr, tu dis, je vais le mettre dedans. Après ça, tu fais, le fameux conso de champignons, que tu sais jamais si lui il est dedans, c'est quoi le numéro, c'est 6, c'est bon ça? C'est ça. Mais quand tu vas sur le site, je pense, de la MRC, c'est quand même marqué. Puis des fois, ils donnent des petits tableaux faciles. Moi, je le colle à l'envers d'une porte, puis quand je suis pas sûr, je regarde c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire. Mais c'est ça, je pense qu'il y a ça, il y a le monde qui font n'importe quoi. Mais il me semble, tu sais, quand j'étais jeune, là, c'était vraiment, là, tu sais, je me rappelle les bacs, là, carton, là, tu sais, on sépare tout. Là, c'est venu, on est tous dans le même bac parce que... Mais peut-être ça va revenir séparé. Puis peut-être ça va être un autre système. Si tu veux, mettons, avoir une pureté dans le verre, si tu veux avoir le verre vert ensemble, le verre brun, le verre blanc séparé, mais il va falloir que nous, on se sépare. Peut-être qu'ils vont mettre une cloche devant chez vous, puis tu vas aller le séparer toi-même, comme dans différentes villes. Peut-être que la SAC va finalement faire les conseils. C'est ça. Il y a toujours des conséquences. La SAC n'a pas d'espace pour entreposer les bouteilles puis gérer ça. Puis il y a toujours des coûts qui vont être retournés aux consommateurs, c'est évident. Ouais, ça, c'est clair, mais maintenant, on ne paye pas si cher. Là. Je sais qu'il y en a qui chialent là, la SAC là, versus, mettons, le LCBO. Là. Mais en regardant vraiment, on ne paye pas si tant plus cher déjà. Là. Puis c'est que le vin, je pense qu'on paye un peu plus cher, mais l'alcool fort, on paye vraiment moins cher. Ah oui. Parce que moi, j'avais acheté une bouteille à mon père de scotch à Noël. Elle était 100$ ici. Puis j'étais allé en Ontario 2-3 semaines après, elle était 150$. Oh wow. La bouteille de 20, 25. Non, c'est qu'ils ont comme équilibré. Ils ont tout. En tout cas, c'est un autre débat. Je suis un passionné d'alcool. Mais c'est ça. Fait que ça, je voulais revenir, votre équipe d'animateurs qui vont dans les écoles, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait Hubert qui travaille tout le temps, mais si tu parles de ton équipe qui est là comme animateur l'été, ça change un peu parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui retournent à l'université puis ou au cégep et ils reviennent l'été avec nous. Mais on a une super équipe. Puis depuis qu'on a le centre écologique aussi, le nouveau centre écologique Séguin, on l'avait c'est sûr qu'on a contribué à son élaboration avec les architectes, ça c'était super agréable, mais au moins de le concevoir justement pour les familles puis pour les groupes scolaires. Alors là, c'est le bonheur parce que à tous les jours, il y a des groupes scolaires pour tout l'hiver. Là. Et c'est ce qu'ils te font raquette, rallye dans la forêt. Il y a des gros animaux qui ont été faits à la main. Là, qu'on peut, en tout cas, il y a des jeux d'associer avec ça. Et il y a beaucoup d'animations au centre écologique et les gens en profitent vraiment beaucoup. Fait que ça c'est un bonheur, ça, d'avoir travaillé de même puis de voir que ça se réalise. Ça marche. Au fond, vous avez une équipe là, qui tu parlais qu'il y avait une espèce de directrice à l'éducation. Fait que c'est pas nécessairement les animateurs qui vont concevoir les jeux ou les notions apprises. C'est vraiment une équipe. Dans l'équipe, tu as la directrice, Marie-Josée. Ensuite, tu as des chefs d'équipe, comme Hubert, mettons. Et puis ensuite, des animateurs. Et ensemble, ils se donnent des défis pour concevoir des choses. Ensuite, on les réalise parce que nous, on fabrique les jeux, on les fabrique nous autres mêmes. On n'achète pas des jeux, on va acheter du bois, tout ça, mais on a des gens avec beaucoup de talent pour dessiner, puis pour peindre, puis tout ça. Fait qu'on fait nos jeux, on fait tous nos jeux nous-mêmes. On récupère, recycle aussi beaucoup à travers ça. Puis on essaie d'être conséquent sur toute la ligne. Là, Puis, mais l'éducation, c'est un gros département chez nous, et c'est par là que ça passe. Si tu veux changer des choses, c'est vraiment dans les écoles, avec les jeunes. On le fait aussi avec la population, mais les jeunes, quand ils sont sensibilisés, puis ont un suivi par la suite, il y a quelque chose qui se passe. Ah, c'est sûr. On le sent, dernièrement, avec les dernières élections, là, les générations plus jeunes là, qui arrivent comme en âge de voter, là, je pense que c'est pour ça qu'on a de la pression qu'on veut parler d'environnement, que... puis quand les marches, je comprends qu'il y avait tous les âges, mais on dirait que les jeunes arrivent, c'est comme non, faut faire de quoi là, quand on voit Greta, là, ça devient un symbole là, qui est là un peu trop surutilisé, mais je veux dire les jeunes sont comme non, il se passe. On entend parler, puis là, on capote. Là. Mais on voit aussi la volonté de la jeunesse, puis on voit aussi la réticence des gens qui sont au pouvoir ou qui mènent des grandes entreprises. Et là, il y a une lutte, là, vraiment, là, présentement. Là. Oui, c'est ça. C'est là que je mettrais, parce que souvent, il y a comme les guerres de génération, là, les hockey boomers, tout ça, mais je pense pas que c'est tant une question de génération que justement, question les gens au pouvoir et les gens, la grosse business, là, Wall Street et autres, là, qui
eux sont qui veulent. Tu sens que c'est là, tu sais, c'est pas générationnel. Ben, t'as vu en Australie que les feux, à un moment donné, ça chirait où il disait c'est la main de l'homme qui a mis le feu, puis peut-être un peu les écolos qui auraient peut-être mis le feu, puis puis là, on apprend par Radio-Canada qu'un des propriétaires, je sais pas son nom, là, de 60% des médias en Australie est aussi propriétaire de grandes entreprises de charbon, mais contrôle les médias. Puis ça, il fait bien plaisir de dire que le charbon, c'est pas si pire que ça. Puis c'est pas nécessairement les changements climatiques qui ont mis le feu, mais il y a beaucoup de feux qui ont été allumés par l'homme. Alors, ça crée une confusion, alors que c'est pas vrai du tout. Alors qu'on sait très bien que des températures de 40-45 degrés, ça n'a aucun sens. Non, et s'il n'y a pas de pluie, puis les cycles de pluie n'arrivent pas, ben c'est sûr que le feu va pogner. Ouais, puis les déserts qui n'arrêtent pas de grandir en Australie, tu fais comme OK, c'est pas. Fait que ça fait un peu mal, cette espèce de désinformation-là qui est de plus en plus présente. Là. On l'a vu beaucoup avec M. Trump qui en fait tous les jours. Là. Ben, c'est de la Ouais, mais lui, c'est un autre niveau. Il y a une partie des informations, il y a une partie qu'il ne sait pas ce qui se passe non plus. On dirait qu'il est juste dépassé de la vie à chaque seconde. Mais parce que, même hier, mais là, ça change de sujet, mais tu sais, le virus en Chine, là, la nouvelle grippe là, qui commence à ressortir, il y a eu un cas aux États-Unis, je pense. Puis là, il est sorti faire... everything's under control. Puis là, le monde commence à paniquer, fait se faire comme s'il dit que c'est under control. Le monde c'est clair qu'il est en train de mentir. Puis le monde capote, là. Parce que c'est ça, à chaque fois qu'il commence à parler, mais c'est ça. Mais c'est le premier ministre d'Australie, je pense que c'est un climato-sceptique, ou en tout cas, il a nié tout, lui aussi. J'ai bien la misère avec ça. Ouais, puis, mais en même temps, lui, il est arrivé à une place, là. Il y avait eu des feux, je ne me rappelle plus quelle région. Puis là, il est arrivé, puis il dit au moins, il n'y a pas eu de mort. Puis il y avait eu comme 4 morts. Puis il ne savait même pas. Puis il dit au moins, il n'y a pas eu de mort, pas de mort. Ouais. Mais il y a eu des hectares là, de brûlés. Là. Il montrait des avant-après. Là, c'est fou. Là. Mais c'est ça. C'est sûr que la désinformation, ça l'aide pas. Ça, c'est difficile. On se bat pas avec les mêmes armes. Ben, tu vois, nous, c'est parce qu'on rencontre il y a des citoyens qui viennent sur l'île Saint-Bernard, puis on va dire, mettons, hey, j'ai remarqué que la rivière était haute, tu sais, la rivière est haute, le lac est haut, oui. Ils ont ouvert un peu les barrages pour baisser l'eau du lac Ontario, tout ça. Là, il me dit, ouais, mais les changements climatiques, ça a toujours été, par exemple. Tu sais, on l'avait dans le temps des dinosaures, on l'avait, c'est comme quelque chose d'un peu normal, tu sais. Mais je dis, non, c'est normal sur 10 000 ans, un changement climatique, 1000 ans, mais c'est pas normal sur 200 ans. Là, il dit, ça va vite en Moses, là. Mais non, il va continuer, la personne va continuer à dire, non, c'est normal, les changements. Fait que là, tu dis, bon, OK, c'est correct, on va passer à un autre appel, on va s'occuper d'autres choses, parce que je vais perdre mon temps à essayer de convaincre un individu, alors qu'on peut aller dans les classes, puis parler aux jeunes, puis, tu sais, c'est ça. Mais ça, c'est ça, les changements climatiques, c'est un méchant truc. On dirait que... Là, à chaque podcast, on dirait je me rends compte que je suis de plus en plus cynique de tout. Avec Anne Quoi, j'étais comme, je suis cynique de la politique. Mais c'est parce qu'on dirait que c'est ça, tu sais, il y a le côté... c'est tellement gros, là. Oui. Puis il y a une partie, tu fais, il y a plein de petits gestes, le recyclage, le compost, les affaires. Puis à un moment donné, il y a un moment que je regarde les nouvelles, puis tout ça, puis je fais comme... Ça sert à rien. Il y a des moments où je suis complètement comme découragé, mais pas triste, juste comme c'est trop gros. Oui. C'est trop gros, mais je pense que ta réaction est tout à fait normale, puis elle est... Il y a beaucoup de gens là, qui sont comme ça. Je suis de même aussi un peu. À un moment donné, j'étais un peu découragé. Mais là, j'écoutais à Hubert Reeves, c'est la semaine passée, qui disait non, c'est parce qu'on met beaucoup en valeur toutes les choses qui vont pas bien nécessairement, mais on oublie de nommer les gros changements, les gros mouvements dans la population, les jeunes qui poussent. On oublie de relever ça aussi, puis c'est quand même quelque chose d'encourageant de voir ça. C'est quelque chose de récent aussi. Tu sais, dans le sens, dans 25 ans, dans 20 ans, on va peut-être plus le sentir parce que j'ai l'impression qu'il y a 10 ans, c'était pas aussi conscientisé. C'est assez récent là, qu'on entend plus parler de l'environnement ou que les jeunes... Tu sais, j'ai toujours recyclé chez nous, mais le compost, ça fait même pas un an à Châteauguay ou dans les environs. Je veux dire, tous les petits gestes, les gens commencent à le faire. Tu as raison.
sais, les changements climatiques comme on les voit aujourd'hui, il y a 10 ans, ou même, on a commencé à en entendre parler vraiment il y a à peu près 20 ans. Ouais. Je me souviens, Hubert Reeves était venu donner une conférence ici à Louis-Philippe Paré. Ouais. Puis il avait sorti son livre, ça s'appelait Mal de terre. Ouais. Si vous je me rappelle. il parle, c'est comme s'il venait de le sortir hier. Là. Il parlait de tout ça, que le carbone allait créer un effet de serre. Il expliquait les effets de serre. Puis il disait qu'il faut absolument réduire la consommation d'énergie fossile. Il en parlait déjà, mais on n'y avait pas on sentait pas qu'il y avait une urgence. Puis il parlait aussi, je me souviens qu'on était dans la 6e extinction, tu sais, des grandes extinctions qu'il y a eu sur la planète. Mais là, il en parle beaucoup, là, Hubert Reeves. Il explique les 5 autres. Puis, tu sais, la dernière, quand les dinosaures sont disparus, c'est 75 millions d'années. Tu sais, c'est pas 75 ans, là, 75 millions d'années. Puis c'est un météorite qui est tombé au Mexique. Fait, c'est pas la faute... c'est pas parce que quelqu'un avait une automobile. Là. C'est pas la faute aux dinosaures non plus. Là. C'est un événement particulier. Mais la 6e extinction, c'est pas un météorite. C'est vraiment notre façon de vivre depuis 200 ans. Avant, on était correct, mais depuis l'arrivée du pétrole puis du charbon puis ces choses-là, on a un problème. Puis les gens ne veulent pas lâcher. Je veux dire, si t'as pas de l'alternative, là, tu restes en campagne. Tu t'en viens pas avec ton cheval, là. Tu vas t'emmener en auto, c'est sûr. Mais de grandes alternatives, il faut mettre en place des grandes alternatives qui lèvent beaucoup le transport en commun, puis ces choses-là. Là. Mais le problème ici, c'est Québec, Canada, c'est qu'on a trop d'espace. C'est très grand. On s'est mis loin. Oui. Je veux dire, moi, je suis allé pour la première fois en Europe cet été en Belgique, puis tu le sais, on comprend que sont beaucoup de monde en peu d'espace, mais quand tu y vas, tu vois le système de train, le transport en commun, mais à un moment donné, tu te réalises, OK, les villes sont tellement proches là, en train, là, même des petits villages, puis il y a des arrêts dans les villages, puis tu fais que, OK, mais en même temps, là, tu vas de cette ville-là à cette ville-là, c'est pas loin, là. C'est même pas à distance de Montréal. Non, en fait, on parle de densité. De densité, c'est ça. Puis c'est ce que les concepts de densité, oui, c'est la même chose ici. Si on veut offrir des services puis amoindrir les coûts, il faut qu'il y ait une densité pour pouvoir utiliser le service. Mais d'un autre côté, c'est pas ça qu'on fait. On fait de l'étalement urbain. Hein? On étale, on s'étend de plus en plus dans les villes, dans les couronnes sud, nord, puis dans d'autres couronnes, puis on agrandit les couronnes. Puis là, ça crée de nouveaux besoins. Tu as besoin d'une voiture, tu as besoin de nouvelles routes, puis ça. Là, on a un problème quand on s'étale comme ça. Puis les municipalités qui permettent l'étalement urbain sont pris avec le problème de taxation. C'est que s'ils ne construisent pas de nouvelles maisons, les taxes ne rentrent pas, puis là, sont en déficit, puis ils ne peuvent pas opérer. Fait que c'est un cercle vicieux. Fait qu'il faut permettre aux villes de restreindre l'étalement urbain, mais il faut leur permettre aussi d'avoir les budgets pour gérer leur ville. Alors, juste la taxation, c'est pas nécessaire. C'est pas suffisant, je veux dire. Alors, faut que tu y ailles chercher de l'argent ailleurs. Et puis, ce qu'on parle de plus en plus, c'est d'aller chercher un point de TVQ. C'est la taxe du Québec, ça, TVQ. Un point de plus pour aider les municipalités à... Parce que tout le monde veut conserver le corridor vert Châteauguay-Léry. Parce que les gens aiment ça, c'est important, tout ça. Mais les gens disent, oui, mais il faut les acheter, ces terrains-là. Ça appartient à des propriétaires privés qui avaient le goût. Eux autres, ils voulaient le vendre, le rentabiliser pour mettre des maisons. Mais si on veut pas qu'ils fassent ça, il faut acheter leur terrain à eux. Mais ça, tu peux pas laisser, comme Léry, une poursuite de près de 40 quelques millions. Puis ils sont 2300 de population. C'est comme 10 fois le budget de Léry. Il y a une poursuite. Ils sont nerveux, là, eux autres, parce que finalement, il faut absolument que ça se règle. Il faut vraiment que le gouvernement, s'il est sérieux, dise crème une ceinture verte de Châteauguay-Léry, ben on va l'acheter, puis on va faire un parc avec, puis le propriétaire aura ses sous, puis on va arrêter de chicaner avec ça. Mais tu peux pas le laisser porter sous les épaules de petites municipalités les coûts d'achat de millions de dollars de terrain comme ça. Mais ça parce que j'ai suivi un peu le PMAD, là, le plan de, je sais plus trop, là, de développement des territoires des MRC, là, mais qui, dans le fond, c'est... Je vais essayer de l'expliquer rapidement, là, si je me rappelle, mais c'est le gouvernement, en fait, qui a comme demandé au MRC de revoir justement pour la densité et plein de trucs de transport. Mais là-dedans, c'est ça, il y avait là-dedans, il disait qu'il faut protéger 17% des arbres. Mais moi, je trouvais ça, c'est comme le gouvernement a dit, OK, au MRC, puis après aux municipalités, vous allez protéger 17%, mais
Ils n'ont pas accès à les moyens. Voyons, si vous autres qui l'avez demandé de débloquer quelque chose, comme, ou vous trouvez une solution, là, c'est facile de faire, OK, on a demandé qu'il protège 17%, mais là, tu fais, OK, mais... Je comprends, ça tombé dans un impasse qui est juste comme... c'est ça. Ensuite, tu as toute la valeur des terrains. Comme le propriétaire privé, lui dit, mon terrain... dans la région de Châteauguay, pourrait valoir 10 piastres du pied carré si on avait des condos. Et par contre, son terrain à la valeur au livre vaut pas ça du tout, vaut peut-être $1 du pied carré, peut-être même en bas de ça. Et la valeur marchande, c'est peut-être un $3 du pied carré, quelque chose. En tout cas, il y a des jeux il y a des niveaux de chiffres comme ça où ça prend vraiment quelqu'un qui a du cash, comme le gouvernement qui dit, ben là, on va le régler de façon raisonnable. On va protéger ces milieux-là. Il n'y en a plus de milieu naturel dans les MRC de Roussillon. Il reste Châteauguay-Léry. Ah oui? Ça se reconstruit pas, ça. On peut en faire des forêts artificielles. Ouais. On a fait une, nous autres, à côté de la rue Roy, ici, près de... c'est un territoire qui appartenait à la Fondation de la Faune, maintenant, qui appartient à la ville de Châteauguay. Par contre, à un moment donné, on a dit, pourquoi faucher un terrain en friche sur le bord de la rivière? Parce que les lois municipales font en sorte que si tu as un terrain en friche, tu dois le faucher au moins 2 fois par année. Okay. Mais il y a des coûts. Puis pourquoi faucher? Pourquoi on ne plante pas des arbres, on ne le laisse pas aller en forêt? Alors, on a réussi à faire ça. Ça s'appelle Ma forêt, mon quartier. Okay. Il y a un gros panneau. Ce sont les étudiants de l'école NDA qui ont allé les voir. On leur a fait on leur a enseigné comment planter un arbre, pourquoi, puis on fait des recherches alentour de ça, puis finalement, le vendredi, ils venaient planter l'arbre. Bon, on a planté peut-être 200 arbres à cet endroit-là, mais ça fait quand même 6 ou 7 ans de ça, mais... Elle est belle, la petite forêt. Ouais. Ça va devenir une forêt. J'y allais quand j'étais jeune, moi. Je sais très bien c'est où, là. Il y avait des trails de 4 roues. Là. Oui, c'est ça. Ouais. Mais à ce temps, on fauche plus, premièrement. Okay. Ouais. Ça veut dire que les mauvaises herbes sont parties. Tu sais, les gens disent, les mauvaises herbes. Bien, souvent, l'herbe à poux va pas pousser en plein milieu d'un champ, elle va pousser le long d'un trottoir ou des endroits où il y a... Mais quand il y a une compétition avec les végétaux indigènes comme on a ici, l'herbe à poux, il ira pas là-dedans. Fait qu'il y aura pas, il va y avoir moins de mauvaises herbes, il va y avoir de la... Dans le fond, ça n'existe pas de mauvaise herbe, c'est une herbe, c'est une herbe. Puis, mais ça a marché, Ma forêt, mon quartier. On a créé une forêt, puis ça, je suis vraiment content de ça. Puis j'aimerais ça le faire ailleurs, tu sais, pour compenser les gaz à effet de serre. Là. Ouais. J'aimerais ça, mais ça nous prend du territoire pour le faire. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est un autre truc. Mais je voulais revenir un peu sur toi. Oui. Savoir un peu ton background, parce que, en fait, je sais même pas, je t'ai parlé souvent comment ça a parti Tâche à Bernard, mais avant, qu'est-ce qui t'a amené un peu, je veux dire, quand tu étais jeune, est-ce que tu étais déjà conscientisé en environnement? Ben, moi, je suis natif de Sainte-Martine, comme tu sais. Là. Oui, moi, je sais. Tu sais. Pas les gens. Les gens ne savent pas. Moi, je suis natif de Sainte-Martine, puis Sainte-Martine, au niveau de la nature, il y a des champs, puis il y a de l'agriculture. Ouais. Fait que moi, je pensais que c'était comme ça. Puis il y avait une voie ferrée derrière chez moi. Puis si tu voulais aller jouer, il fallait prendre la voie ferrée pour te rendre dans les champs de maïs. Puis il y a le bois Martin. Le bois Martin qui était tout petit. C'est une petite forêt toute petite. Mais pour nous, c'était la forêt. J'en ai fait des cabanes là-dedans. C'est ça. On a tout joué là-dedans. Et il y avait aussi la rivière Châteauguay qui est assez fantastique. Ouais. Parce que là, c'est un beau terrain de jeu, une rivière. Oui, dans votre temps. Dans notre temps. Dans mon temps, c'est moins la rivière était moins belle. Moi, je dirais pas ça, Mathieu. Non? Elle n'était pas belle. Elle n'a jamais été belle dans mon souvenir. Les gens disent, dans mon temps... Là, c'est juste que vous en foutiez, vous baignez dedans. Nous autres, nos parents disaient, non, allez pas là. Non, c'est ça. J'avais raison, les parents. Mais justement, jeune, on empruntait... J'allais emprunter le canot Gabriel Grégoire qui avait son commerce de patates frites. Puis il y avait un beau canot qui ne servait pas. Gabriel ne l'utilisait pas. Puis j'allais avec mes copains. Ton père était là, Sylvain. Et Claude Goyette, mon ami. On aimait beaucoup faire du canot sur la rivière Châteauguay, mais on rencontrait, tu sais, on voyait la pollution de la rivière Châteauguay, des barils qui flottent, des morceaux de bois, des vidanges, tout ça. Les gens jetaient n'importe quoi. C'est la rivière Châteauguay, puis là, je veux pas mettre la faute sur les agriculteurs, mais c'est beaucoup les champs. Il y a beaucoup de champs qui finissent là. Oui. Ça, c'est une autre problématique. Il n'y a pas de bande de protection. Les cultivateurs, souvent, vont cultiver assez près des rivières. Les vaches vont aller à la rivière, donc ils vont créer, tu sais, ils vont faire de la boue. Ça fait une rivière assez brune, assez sale. Mais les gens vont aller jeter des choses. Oui. Là.
Juste pour faire un petit aparté, on est allé filmer avec en Bioterra, Saint-Chrysostome cet été. Puis on est allé faire juste une petite démo parce qu'ils vont recenser les poissons dans les rivières. Ça. Mais juste en descendant, il y avait un pneu. Il y avait ça avait l'air comme quasiment qu'ils nous avaient fait un setup, mais tu sais, c'est comme tout est là, il y avait plein d'affaires qui traînaient, c'était fou là. C'est la petite aparté. C'est ce qui m'a sensibilisé de vouloir faire quelque chose pour qu'est-ce qu'on fait, on nettoie-tu la rivière? Oui, mais si on nettoie la rivière, on n'a pas fini, on va passer notre vie à nettoyer la rivière, puis il n'y a pas d'autre chose à faire. Puis j'ai été intéressé à l'environnement, puis à partir de là, j'ai vu à un moment donné qu'il offrait à l'Université de Montréal un micro-programme en environnement. C'était 12 crédits seulement. Ça commençait. Il y avait toujours eu de la biologie à l'école, mais un cours où on parle, dans les années 80, où on parle d'environnement, puis d'écologie, puis d'écosystème, c'était comme nouveau. Puis là, j'ai dit, wow! Fait que là, je me suis inscrit là, puis là, j'ai rencontré, comme de raison, plein de gens qui venaient de ma région, des gens de Châteauguay. Là, j'ai rencontré Georges Duchesne, mon ami, Michel Préville, l'ancien journaliste de l'information. Puis c'est là qu'on s'est dit, crime, je suis pas seul. Je suis pas seul à vouloir faire des choses. Puis les gars m'ont dit, écoute, on avait un groupe autrefois qui s'appelait le Commando des planteux. Je t'en ai-tu déjà parlé? Non. Jamais non, en tout cas. OK. C'était pas des batteurs d'un cours d'école. Non, OK, c'est pas ça. Commando des planteux, c'est une gang qui s'est réunie dans les années 70, on est en 75 à peu près. Puis ces gens-là se sont dit, si on veut stabiliser les berges pour qu'il y ait moins de pollution dans la rivière, il faut planter des arbres. Les arbres, là, c'était facile parce que tous les arbres de rivage, c'est souvent des saules puis des arbres, des peupliers. Ouais. C'est des arbres qui se bouturent. Les gens ne savent pas ça. Okay. Si tu fais un bâtonnet comme une flèche, là, tu coupes comme une flèche au printemps, puis quand tu la replantes dans la boue, là, dans le sol, ben, elle va faire des racines, puis elle va bourgeonner, puis ça va faire un arbre. Okay. Alors, l'idée, c'était de se faire plein de bâtonnets, puis d'aller planter, puis de se donner un plan, des sections qu'on avait à faire. Okay. Fait que je parle de ça aux gars, les gars disent « Ouais, mais c'est fini, on s'en occupe plus. » Mais comment ça, on s'en occupe plus? C'était le fun, c'était un beau projet. Ouais. On a relancé le Commando des planteux pendant plusieurs années. Puis on est allé planter des arbres sur l'île Saint-Bernard, mais beaucoup à Sainte-Martine aussi. Ouais. Il y avait le maire, M. Mire, qui était là. Il aimait ça qu'on aille planter chez eux à Sainte-Martine. Et puis là, ça conscientisait les gens nous voyaient planter. Puis je suis sûr, aujourd'hui, sur l'île Saint-Bernard, il y a des saules qui sont là qu'on a plantés quand on était dans les années 80. Ouais, là, c'est ça. Ouais. Puis après ça, on s'est dit... C'est le fun de planter des arbres, mais comment on peut intervenir maintenant politiquement? Parce que tu montes toujours une coche, hein? Tu dis, mais là, il faut changer. Nous autres, on plante des arbres, mais la ville coupe des arbres. Là, on va aller leur parler, parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ouais, fait que là, on a fondé Option Verte. Fait que là, on a créé un groupe qui s'appelait Option Verte, qui avait plus de mordants pour aller au conseil de ville, pour rencontrer le maire, le député, puis pour leur parler de la protection du territoire, de l'environnement. Ouais. Et je te dirais qu'à Option Verte, on avait un super biologiste qui était Pierre Aquin, qui travaille encore pour le gouvernement au niveau de la biologie. Okay. Pierre était le premier, avec Option Verte, avec nous, à déposer la protection du corridor vert Châteauguay-Léry. Écoute, c'est dans les années 80. Fait que la vision que Pierre avait ou le groupe avait à ce moment-là, c'était important hey, on était une gang de coucous, là. Hein? On nous voyait arriver, là, puis ils riaient de nous autres, là, parce que aujourd'hui, après Option Verte, on a vu l'importance de créer Héritage Saint-Bernard parce que là, il fallait protéger l'île Saint-Bernard. Mais ça, c'est pas juste les groupes, c'est vraiment la population qui a dit oui, il y avait des citoyens, des gens de la ville de Châteauguay. Jean-Marc Fournier, qui n'était pas encore, il n'était pas encore en politique, non, okay. Il était avocat. Et à l'époque... Les Sœurs Grises étaient... Pardon? Les Sœurs Grises étaient encore là. Oui, les Sœurs Grises étaient là. Et... Ils ont accepté qu'on protège une partie de l'île, en tout cas 90% de l'île, qui est le refuge faunique aujourd'hui. Parce que les Sœurs Grises, quand même, ont toujours dit on va protéger la vie sur toutes ses formes, sur toutes ses manifestations. Fait que quand ils ont vu que les citoyens voulaient s'occuper de leur île, ben ils ont dit oui. T'sais. Mais en 93 est né le refuge faunique Marguerite-Diouville. Okay. C'était Pierrette Cardinal qui était à l'époque député de Châteauguay. Okay. C'était le Parti libéral, c'est M. Bourassa qui était là. Et on a créé Héritage Saint-Bernard. Et tout de suite, ils ont donné la gestion du refuge faunique à Héritage Saint-Bernard en 93. Moi, je n'étais pas là à ce moment-là. Moi, j'étais là en 87 pour la création d'Héritage Saint-Bernard avec les gens. Mais après ça, j'ai travaillé au BAP. Moi, j'ai travaillé au BAP pendant 6 ans de temps, au Bureau d'audience publique sur l'environnement. Okay.
une affaire que j'ai adorée. Bref, Héritage Saint-Bernard est devenu gestionnaire du refuge faunique. Moi, je suis arrivé en 98 comme directeur général. OK. Puis j'étais... Ça fait 5 ans là, que Héritage s'occupait. Oui, c'est ça. Okay. Ça faisait 5 ans qu'Héritage avait le mandat de s'occuper de l'île, mais avec pas de moyens. Pas de moyens. Ça faisait juste un groupe citoyen. Ben oui, c'est ça. Puis surveillez-la, puis faites des choses, mais vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez pas d'argent, c'est ça. Non. Fait que quand je suis arrivé, moi, j'ai dit, on va aller chercher de l'argent. Ben, c'est ça. Puis on va... Fait que c'était ça, moi. J'ai pris mon bâton de pèlerin, puis j'ai été... ça fait 22 ans que je rencontre des gens pour les convaincre qu'il faut mettre des sous, puis qu'il faut protéger des milieux naturels, puis qu'un milieu naturel, c'est aussi économiquement rentable, parce qu'il faut parler de chiffres avec des gens. Il y a des gens, il faut que tu parles de chiffres. Ouais. Parce que si tu parles de vie, de beauté, tout ça, ça les intéresse pas, il faut parler de chiffres. Ben, on parle de chiffres, on parle de... C'est quoi les retombées économiques de l'île Saint-Bernard? Ben, c'est 5 millions, on le sait aujourd'hui. Ouais. 5 millions, 123 emplois s'il n'y avait pas eu tout... c'est ça. Puis c'est quoi aussi, Jérôme Duprat, qui est un des musiciens, le bassiste de Cowboy Fringant, qui est un docteur maintenant. Oui, il est docteur, puis il enseigne. Oui. Et une de sa thèse de doctorat, c'est la valeur que la nature, ça vaut combien la nature? Okay. Fait qu'on est capable maintenant de chiffrer comment vaut un hectare en milieu naturel. Tu sais. Okay. Puis à ce moment-là, il faut calculer ce que apporte à l'être humain en service la nature. Par exemple, un marécage va retenir l'eau, va la laisser aller par temps chaud, par sécheresse. C'est une éponge, une grosse éponge. Faut que tu en as besoin. Quand l'eau arrive, il faut que tu la retiennes, sinon tu vas avoir des inondations. Quand il fait trop chaud, mais ça a gardé de l'eau, ça en libère. Ça capte tous les polluants, ça purifie l'eau. Les arbres captent les poussières, font de l'oxygène avec la photosynthèse. Alors, tout ça est calculé. Et puis tu te dis, bon, ben mon territoire, il rend des services à la hauteur de tant de milliards par année. Par exemple, la grande ceinture verte alentour de Montréal, c'est des milliards. Et à titre d'exemple, il y a une ville aux États-Unis qui devait construire un système d'eau potable ou quelque chose du genre. Puis finalement, ils se sont dit, on va mettre des milliards en construction d'une usine, alors que si on fait juste acheter les territoires, le bassin versant, la nature le fait toute seule. Ils l'ont fait, puis la nature c'est sa job. Elle le fait toute seule. Tu n'as pas besoin de... Alors, c'est ça. Ouais, c'est ça. Souvent, on déconstruit des choses, puis on reconstruit de façon artificielle pour régler un problème, alors que la nature le fait. Mais ça, c'est dur à expliquer à des politiciens. Parce que s'ils marchent juste avec des chiffres, c'est difficile. Jérôme Duprat est arrivé avec... il a chiffré ces choses-là. Puis c'est dur parce que, en même temps, là, ça devrait être juste, pour Châteauguay, de faire... OK, vous voulez venir vous habiter ici, dans le coin? Oui. Bien, l'héritage Saint-Bernard, où la future ceinture verte s'y est protégée, bien, c'est juste un plus de vie, tu sais. Exactement. Puis tu as beaucoup de... Ça prend de la valeur parce que je peux sortir de chez nous. Pas longtemps après, je suis dans un beau milieu. Mais il y a beaucoup d'agents d'immeubles qui mettent près de l'île Saint-Bernard. À cette heure, oui, de plus en plus. Puis il y en a même un, c'est Carl Champagne. Lui, il a dit, à chaque fois que je vends une maison, je vais planter 2 arbres avec Héritage Saint-Bernard. Fait qu'à la fin de l'année, il va nous dire, j'ai vendu 20 maisons. Alors, j'ai ramassé l'argent pour planter 40 arbres. Alors, si vous faites affaire avec Carl Champagne, il va planter des arbres. C'est un argument de plus. C'est intéressant. C'est ça. Moi, je me demandais, ça ressemblait à quoi, justement... en fait, l'île Saint-Bernard, avant que le groupe Héritage arrive, je veux dire, c'est les sœurs y vivaient. Oui. Est-ce que toute l'autre partie que vous avez occupée, tu parlais de 90%, c'était ouvert à tous? Est-ce que les gens y allaient? Non. Marguerite Diouville, quand elle a acheté l'île Saint-Bernard, c'est en 1765 qu'elle est arrivée, puis elle est devenue la seigneuresse de l'endroit, parce que c'est encore un système... Oui. C'est ça. Puis elle s'occupait des pauvres, elle s'occupait de... Puis l'hôpital, je pense que c'est l'hôpital général de Montréal qui venait de passer au feu. Puis l'année suivante, elle achetait l'île Saint-Bernard pour produire, pour aller chercher ses denrées, pour nourrir ses gens, nourrir les pauvres à Montréal. Mm-hmm. Alors, sur l'île, elle a dit aux hommes, vous allez me construire des poulaillers, des places pour les porcs, on va ramasser les œufs, puis le miel, puis le sirop d'érable, puis les petits fruits. C'était tout ça. Oui, c'était très gros. C'est tout ça qu'il y avait sur l'île Saint-Bernard. Puis dans le refuge, il y avait une érablière où ils faisaient les sucres. Et on a des photos, là, les sœurs grises font les sucres. J'ai vu ces photos-là. Alors, c'était ça l'idée de Marguerite Diouville à l'époque.
Alors, nous autres, quand on est arrivé, on n'avait pas le droit, on n'avait jamais eu le droit d'aller sur l'île Saint-Bernard. En 93, ben là, on a eu le droit parce que le refuge, on a eu une entente avec les Sœurs de 40 ans. Puis après, ça a été acheté par la ville de Châteauguay, c'est-à-dire la terre où il y a les bâtiments, ça a été acheté en 2011. Puis le refuge faunique, c'est acheté par le gouvernement en, je pense, c'est 2010 ou 2009. Mais tout l'île nous a été confié en gestion, ainsi que le refuge faunique, le centre écologique Ferdinand-Séguin. Fait qu'on gère tous ces aspects-là. Là. OK. Parce que c'est relativement nouveau, donc c'est un milieu, on pourrait dire, touristique. Là. Oui, c'est un milieu. Ça attire les gens de l'extérieur, les gens vont voir du millage pour venir voir ça. Ah oui. Mais ça a pris du temps, tu sais, au début, justement, quand ça organisait, est-ce que... parce que j'imagine qu'il n'y a pas 300 000 personnes dans les premières années, mais il va y avoir quand même une curiosité peut-être un peu locale. Oui, ça n'a pas été très long. Là. Non, écoute, je pense qu'il y a une année, on a doublé le nombre d'individus. Okay. Mais c'est pas, pour accueillir des gens, ça te prend des sentiers, ça te prend des ponceaux, des passerelles. C'est tout ça qu'il faut mettre en place. Il faut aller chercher des subventions pour faire ça. Il faut tarifer un petit peu à l'entrée. Un 5-6 piastres, c'est 5 $, je pense, pour entrer sur l'île. Alors, il faut qu'il y ait des aménagements respectueux de l'endroit pour que les gens puissent y aller en toute sécurité. Ça prend nos gardiens. C'est toute une mécanique. Là. Oui. Ça, c'est juste le refuge. Là. Puis le tertre aussi, c'est tout ça. Tu sais. Mais les gens viennent. C'est le troisième site le plus populaire au Québec pour l'observation des oiseaux. Il y a près de 240 espèces différentes. Okay. Puis il y a un article, là, Michel Thibault va sortir un article, il y a eu une entrevue avec Dominique Gendron. Dominique, c'est notre responsable de la protection et l'aménagement du territoire. Et il y a un article qui, je pense, qui est paru dans le journal. Mais s'il y a autant d'oiseaux sur l'île Saint-Bernard, parce que c'est beaucoup, là, c'est parce que tu as des milieux, tu as des écosystèmes vraiment différents. Tu sais, tu as la forêt, tu as le marécage, puis tu as les rives avec le lac Saint-Louis puis la rivière Châteauguay. Alors, ça te fait un carrefour où il y a pas mal d'espèces d'oiseaux qui se rencontrent. Alors, c'est ça. Et la grande ceinture verte qui a, je te dirais, 900 hectares avec l'île Saint-Bernard, bien là tu as de l'espace pour avoir des oiseaux, tu sais. Parce que ça prend même... ça prend de la forêt, là, si tu veux des oiseaux. Tu peux pas avoir juste une petite forêt comme le Bois-Martin, par exemple. C'est ça qu'il y en a un peu moins. Hein? Quand j'avais 7 ans, là, c'était immense, le Bois-Martin. Mais en même temps, nos parents n'étaient pas stressés. Hein? On va dans le bois, tu te perdais pas longtemps. C'est ça. On voyait la voie ferrée. C'est ça. Mais j'ai perdu mon idée, mais c'est pas grave. Je m'excuse parce que c'est moi qui passe du coq à l'âne. C'est correct, c'est ça qu'on veut. Oui. Est-ce que tu as été souvent en représentation à l'extérieur pour justement parler de... Y a-t-il d'autres villes, en fait, formule ma question, qui ont voulu reproduire ce modèle d'affaires-là? Puis... On dirait que tu as une boule de cristal. Oui. Il y a plein de villes qui veulent copier ce qu'on fait à l'île Saint-Bernard. Hier, j'avais une rencontre avec une ville, je la nommerai pas parce que j'ai pas eu l'autorisation, là. Mais il y a une ville de la Couronne-Nord. Grande ville qui vient d'acheter... un grand territoire naturel, puis le maire, il a dit, moi, j'aimerais ça, si on avait un chalet, un café, puis on pouvait inviter les gens à faire du ski de fond, de la raquette, puis de l'éducation. Puis il y a quelqu'un qui s'est levé dans la salle, qui a dit, mais là, vous parlez d'héritage Saint-Bernard à Châteauguay. Puis il a dit, c'est quoi ça? Ben il dit, on va aller voir. Puis j'étais supposé les rencontrer hier. Finalement, ça a été annulé, mais il y a une ville qui veut exactement ce qu'on fait. Fait qu'ils s'en viennent nous voir pour voir le modèle, mais ça, c'est arrivé souvent. Ben oui, j'imagine. Que les villes. Puis là, il y a une autre ville dans la MRC que je peux pas nommer encore, puis j'ai pas fini mon contrat avec eux. Mais il y a une ville qui a dit, moi, j'ai pas de forêt. Fait que je veux que ma population accède à tous vos services, puis dis-moi comment ça coûte. OK. Je vais payer pour. Parce que là, les gens sont conscients, comme tu disais tantôt, hey, c'est le fun. T'es chez vous, puis il y a une forêt, il y a des milieux naturels. Chez vous, on peut aller marcher. Mais les autres villes qui ont tout coupé, là, ils en ont plus. Puis les citoyens disent, ouais, faut que j'aille au Mont-Saint-Hilaire, faut que j'aille au Mont-Saint-Bruno, Mais là, il y a Châteauguay aussi, mais ils se disent, on va vous payer le service, là. Nos citoyens peuvent-tu y aller? Bien, certainement qu'ils peuvent venir. En même temps, puis ça, on en a parlé souvent, là. Mais est-ce qu'il y a tout le temps une crainte parce qu'il commence à y avoir beaucoup de monde qui y vont, parce que vous êtes en mode on protège cet endroit-là, on la met en valeur.
Mais il y a plus d'humains, il y a une ville, moi je vais payer, tous mes citoyens peuvent y aller. Là, il y a un risque aussi de surcharger le site. Oui, la capacité de support d'un endroit. Ouais. Nous autres, on la surveille beaucoup. Nos gens, c'est ça qu'ils font. Si jamais on voit que présentement, ça va très bien, même que la biodiversité, le nombre d'animaux a augmenté dans l'île. Il y a de plus en plus d'animaux. Nous, avec les gardiens qu'on a, les gens sont obligés de suivre les règles puis de marcher dans les sentiers. Puis ça dérange pas les animaux parce que les sentiers, il y a 8 km de sentiers, mais c'est gros, l'île Saint-Bernard. Là. Fait qu'il y a des animaux qui ne verront jamais d'êtres humains parce qu'ils sont au cœur, mettons, des marécages ou des choses comme ça. Mais on vérifie tout le temps. Si on voit qu'un sentier se dégrade ou quelque chose va pas bien, on le ferme. On dit, ce sentier-là, cette section-là, elle est fermée. Aussi, un oiseau qui est en train de nicher, un oiseau rare qui est en train de nicher, puis ça appelle, tous les ornithologues du Québec arrivent chez nous, là. Bien, c'est sûr que nous, on est sur place, on met des barrières, on met des règlements, puis il y a une grande discipline qui s'installe, puis c'est le silence, puis l'oiseau va nicher, puis il va être tranquille, mais il faut contrôler ça. Ces choses-là. Ça, pas le choix. Puis ce qui peut aider, les gens peuvent venir sur l'île Saint-Bernard, mais ce qui nous manque, c'est que quand le stationnement est plein, les autos sont dans les rues et ça dérange les citoyens qui sont... Ça, je me demandais, tous ceux qui habitent là, juste au bord du pont, là, ils ont un accès incroyable, privilégié sur l'île. On s'entend qu'ils doivent tout être là, sont heureux d'être là, mais en même temps, ça vient avec le fait que oui, ils sont dérangés. Ça veut dire que on a adressé ça à la ville de Châteauguay avec des fonctionnaires, tout ça. Il y a une étude qui est en cours et les fonctionnaires vont nous revenir avec quelque chose. C'est sûr qu'il y a les signalisations à changer parce que il y en a qui ça fait pas de sens. Il y a des interdictions de stationner pour donner la quiétude qu'il faut remettre. Et puis, le transport en commun. On a demandé à la ville de Châteauguay, on a travaillé avec EXO, qui sont les autobus, pour voir s'il pourrait pas y avoir un circuit interne dans Châteauguay, gratuit, qui fait les principaux artères, mais qu'au demi-heure, tu as un autobus qui arrive devant l'île Saint-Bernard, qui embarque du monde ou qui débarque. Et ils ont ça dans leur carton. Là. Ils sont en train de regarder ça. Bois-Noir le fait. Hein? C'est ça, j'allais dire. Mais Claude Hainaut, il a négocié ça, par exemple, avec... c'est la compagnie qui a fait tout le commerce au bord de la 30. Là. Oui. Parce que quand ils sont arrivés, ils disaient on va construire ça sur le bord de la 30 pour avoir ça. Mais il dit OK, mais vous payez. Vous payez le boss parce qu'on va aller rechercher gens en bas de Bois-Noir. Fait que là, on fait OK, on va s'amener du monde. Puis finalement, ça marche. Puis là, ils sont contents. Mais notre rêve, c'est de rejoindre le réseau de Bois-Noir. C'est-à-dire que quand Bois-Noir va venir à Châteauguay, parce qu'ils sont la régie, là, le Soccerplex, quand Bois-Noir va emmener des citoyens à la régie ou à la nouvelle piscine qui s'en vient, ben il va y avoir une espèce de terminus à cet endroit-là où l'autobus de Châteauguay va pouvoir aussi prendre les gens de Bois-Noir puis les faire circuler dans Châteauguay. Et pourquoi pas Mercier, qui a son autobus aussi. Alors là, tu as une mobilité à travers 3 villes, puis c'est rentable pour les commerçants, c'est le fun pour les gens parce qu'ils ne payent pas, puis ils peuvent se déplacer d'un point à l'autre, puis ils peuvent dégager justement l'île Saint-Bernard. Fait que ça est à l'étude à la ville de Châteauguay. Nous autres, on pousse fort pour ça. Je pense que ça va se faire. Parce que moi, je suis venu, parce que je suis quelques fois à l'île Saint-Bernard, mais ça a tombé une année avec ma blonde, qui n'est jamais venue, elle n'est pas du coin. Je vais t'amener à Héritage à l'île Saint-Bernard. Mais là, une année, ça ne marche pas sur le Canada. On y va, mais j'ai pas pensé que c'était le temps des pommes. Il y avait beaucoup de monde. C'est ça, exactement. Là, je suis arrivé en auto. Je pars de Montréal, fait que là, j'ai l'auto, mais là, j'arrive, là, je voyais du monde. Là, je fais... Ah ouais. Fait que là, on est allé, le petit stationnement qui est l'autre bord là, avec les garages là, aux 4 coins, mais... Puis finalement, on l'a marché, on n'a pas attendu à la navette. C'est ça. Parce que c'est ça. À cette heure, il faut mettre des navettes quand on fait l'éco-marché ou l'autocueillette de pommes, parce que sinon, on est envahi. Non, mais c'est fou, il y avait du monde, Puis là... Tu sais, c'est ça, tu te dis, il va y avoir du monde, mais tu sais, le monde était beaucoup pour les pommes. Fait que là, on était dans le sentier. C'est ça, là, t'étais tranquille. Il y avait du monde, mais tu sais. Mais tu fais, OK, ouais. Mais tu sais, Mathieu, tu dis, un moment donné, ça va faire beaucoup de monde sur l'île. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut... il faut qu'on développe le corridor vert au complet. Tu sais, il faut utiliser pas seulement l'île Saint-Bernard, mais aussi le centre écologique, puis entre les deux. Le lien entre les deux. Parce que, moi, c'est ça, je m'en allais dire, parce que justement, t'as du monde, c'est parce que si tu veux marcher dans la forêt, il y a le refuge, mais
Fernand Séguin, c'est ça. Ou c'est ça. Uniquement ça. Mais si on relie les deux, puis parce que, tu sais, je t'ai parlé tantôt, là, c'est 900 hectares, tout ça. Île Saint-Bernard, centre écologique, puis ce territoire-là. Mais il y a peut-être 400 hectares déjà de protégés, là. Parce qu'on est propriétaire, nous, Héritage Saint-Bernard, de certains morceaux de terrain, puis Léry avec, puis Châteauguay aussi. Mais là, il faut finir la job. C'est pour ça que je te disais, là, on a besoin des gouvernements. Parce que tu peux pas payer des millions, là, mais si on veut le faire, ça se fait, puis c'est un très beau projet régional de dire, nous autres, on a un parc qui a 900 hectares, puis tu peux mettre tes skis de fond au centre écologique, puis tu te diriges vers l'île Saint-Bernard aller prendre un café. Mais c'est ça l'idée, c'est offrons-le à la population. Ouais. Et ça, c'est une niche, je te dirais, une niche économique intéressante de dire à la ville, nous, on a ça. Granby a son zoo, hein? Mais nous, on a notre ceinture verte à Châteauguay. Pourquoi pas? Puis pourquoi faire reposer ça ses épaules des Châteauguay, Châteauguoises? Mais ça peut être l'ensemble de la MRC qui paye pour ça, et pourquoi pas le gouvernement du Québec? Oui, parce que tu as la MRC en partant, mais même, c'est plus gros que ça, là, c'est toute la région, là, c'est ça. Mais c'est ça, notre rêve. Même, je veux dire. C'est ce qu'on pousse là, depuis des années, là, puis on travaille là-dessus. Mais, on travaille sur plein d'autres choses aussi. Là, mais... c'est ça. Il y a la gang de Fernand Séguin aussi. Là, qui, oui, il y a SOS Fernand Séguin qui travaille très fort là-dessus. Puis l'autre groupe qui est les Amis de l'île aussi, qui est un groupe qu'on a... Bon, il y a une dame qui s'en occupait avec Claude Perron, puis il y a aussi Mme Hooper qui est décédée malheureusement. Mais je sais que ça va repartir bientôt, là. Je voulais juste revenir quand tu as dit que tu as travaillé pour le BAP. Moi, je ne savais pas pantoute. Ça m'intrigue un peu, en fait, que tu es là, en fait, de... Écoute, je pense que j'étais là avant 98. Les 98, c'était le verglas. Mais 97, 96, 95, tu sais, il faut que je calcule, là. Mettons 92, 91 à genre 97, là, mettons. OK, parce que moi, dans ma tête, le BAP, c'était récent. C'était plus récent que ça. Non, ça date au moins 35 à 40 ans, le BAP. C'était créé par le gouvernement Lévesque à l'époque. René Lévesque. C'était un gouvernement dans les années 70 qui avait beaucoup d'imagination pour ces genres de consultations populaire, public, là. Et le BAP est un modèle mondial de consultation. Les gens viennent de partout dans le monde pour voir comment ça marche, cette affaire-là. Moi, j'ai travaillé avant, j'étais à l'hôpital Anna-Laberge. OK, j'ai fait un petit 2 ans, j'avais pas d'affaires là, mais j'étais comme... Laurence, ça venait de venir au monde, puis j'avais besoin d'un emploi, j'étais là. Puis... puis j'avais postulé au BAP, puis le BAP m'appelle, t'es-tu intéressé? Puis j'ai dit oui tout de suite. Moi, j'ai adoré m'occuper des gens, puis m'occuper des consultations publiques. Puis c'est le fun parce que plein d'experts qui viennent expliquer des choses. Fait que t'apprends plein de choses au BAP sur des projets, là... Moi, j'étais secrétaire de commission, c'était le fun. Je m'occupais de toute la logistique d'une audience publique. Là. Autant du président, des commissaires, de l'allocation des hôtels, des salles, de la documentation pour que la population lève. J'aimais vraiment ça, on se promenait partout. Ah, c'est le fun. Puis c'est ça. Puis un jour, j'ai perdu mon emploi là, parce que j'ai été bumpé. J'étais pas permanent. C'est ça qui arrive quand t'es pas permanent. T'es fait bumper, puis je me suis retrouvé dans la crise du verglas, imagine-toi. Ah ouais? Puis là, il y avait plus rien à faire. Puis... il y a une dame, Mme Strauss, qui était à Héritage Saint-Bernard, qui m'a appelé. Elle m'a dit, Luc, ça te tente-tu de... J'ai dit, Mme Strauss, moi, je suis tanné des projets qui marchent avec des subventions du gouvernement. J'ai 2 enfants, j'ai besoin d'un vrai job. Elle a dit, bon, OK, mais elle dit, si tu veux venir t'essayer, peut-être on a des sous pour te payer comme 6 mois, là. Mais là, ça fait 22 ans de ça. On les a trouvés, les sous. Oui, sensiblement. Ça aussi, c'est un défi parce que, je veux dire, tout le monde, il y en a des organismes, puis pour 10 000 causes qui sont toutes meilleures l'une que l'autre. Mais de trouver, c'est ça, sa place là-dedans, ça a l'air, tu sais, comme moi, j'ai fait beaucoup le tour du communautaire les dernières années, puis c'est pas tout le temps facile. Fait que c'est ça. Comment tu vois ça un peu, ce défi-là, de tout le temps
aller redemander l'argent. Des fois, il faut tout le temps frapper à la même porte. Ben, c'est pour ça qu'on a quelqu'un qui s'occupe de ça à temps plein maintenant. Maintenant, c'est plus facile parce qu'on est connu. Ouais. On a 32 ans, là, quand même, Héritage Saint-Bernard. Fait que c'est comme plus facile. Quand on fait un souper bénéfice, c'est moins difficile. Les gens aiment venir pour soutenir la cause. Puis les soupers sont le fun, sont bien organisés. On a des entreprises qui nous aiment beaucoup dans le parc industriel, ils trouvent ça important ce qu'on fait, fait qu'ils nous soutiennent, comme CMP, la grosse entreprise métallurgique là, qui a été créée par Hans Zimmermann. Puis Monsieur Zimmermann, c'est un Suisse qui est resté à Châteauguay, qui a créé CMP, Machine Shop, le genre, là, Machine Park, ça s'appelait, je pense. Puis, mais aujourd'hui, c'est une très, très grosse entreprise qui embauche près de 400 personnes à Châteauguay. Et ils ont des entreprises ailleurs au Canada puis aux États-Unis. Mais ces gens-là, M. Zimmermann est venu me voir puis il m'avait dit « J'aime ça ce que tu fais. C'est le fun que tu donnes ça à la population. Ça fait plusieurs fois que je viens faire du ponton avec ma femme. Puis j'aimerais ça te donner de l'argent. » Ben je dis « Ben voyons donc. » Fait que, il dit, je m'engage à te donner 5 000 par année pour que tu puisses faire des projets. Mais je veux que ce soit des projets concrets. Ouais, fait que là, chaque année, je dis à M. Zimmermann, cette année, on va construire tant de mètres de passerelles. Il me dit, OK. Fait que là, après ça, je l'amenais voir les passerelles. Puis on a poursuivi comme ça avec les fils Zimmermann qui sont vraiment très corrects avec nous. Là. Mais en autant qu'on ait quelque chose de concret qu'on puisse offrir à la population. T'sais, mais oui, c'est vrai, c'est demandant. On est toujours en train de négocier des budgets, soit avec les villes, les MRC ou le gouvernement. Et nous, on n'a aucune subvention récurrente du gouvernement. Contrairement à des organismes communautaires, par exemple, qui peuvent avoir des contributions récurrentes du ministère de la Santé ou du ministère de l'Éducation. Ouais. Pas nous. C'est plus environnement, puis on est dans une craque, il n'y a pas d'argent. Fait qu'il faut que tu te la trouves. Ouais, bien, ça nous a permis d'être dynamique puis d'aller chercher de l'autofinancement. Ouais. On a dit, pourquoi pas avoir un café, vendre du café, puis le profit, on va le mettre en environnement. Mais vous êtes dans un truc aussi qui permet, dans une ambiance, dans un lieu qui permet d'avoir seulement ce qu'on appelle maintenant l'économie sociale. Oui. Que tu as appris que tu faisais ça. Oui, j'ai appris que j'étais une entreprise d'économie sociale. Ouais, comme terme, c'est assez récent. Là. Moi non plus, il y a 2 ans, je ne savais pas c'était quoi. Non, c'est ça. Mais c'est l'idée que c'est que vous avez une entreprise, mettons le café, mais que les profits ne vont pas aux actionnaires, mais retournent à la mission. Si on veut, c'est ça, mais c'est tout Héritage Saint-Bernard qui est considéré comme une entreprise d'économie sociale. Puis avant, on disait un OSBL. Puis à un moment donné, on nous dit, vous êtes aussi un organisme communautaire. Fait qu'on est beaucoup de choses. Oui, c'est ça, ça devient un moment donné mêlant. Des fois, on nous dit qui nous sommes, tu sais. À l'université, c'est nouveau, là. De 5 ans, on parle d'entreprise d'économie sociale. C'est vous autres, ça? Bon, OK. Excuse, c'est correct? C'est bon, OK. C'est bien vu, là. Non, c'est clair. Mais c'est ça, mais en même temps, vous, ça le permet de faire ça, tu sais, avec l'écomarché. Vous êtes capable de... Dans le sens que ce que je veux dire, c'est que, mettons, un organisme qui est vraiment dans l'aide aux gens, mettons, plus avec des troubles de santé mentaux, tout ça, ça devient plus compliqué, tu sais. Ils pourraient peut-être s'organiser. Remarque, là, je veux pas les réduire, mais c'est plus compliqué quand tu es dans un truc de relation d'aide, que tu as des gens en crise qui arrivent, fait que là, tu mets toute ton énergie à être là-dessus, que tu dis, là, il faudrait partir un café. Tu pourrais peut-être faire un café, je sais pas, mais tu sais. Ben, c'est très complexe, ça devient complexe. C'est très complexe. Fait que, nous, notre avantage, c'est qu'on c'est pas triste de venir sur l'île Saint-Bernard. Il y a ça. On n'embaume pas du monde. Là. C'est comme... les gens viennent, sont heureux. C'est qu'on gère le bonheur. Je veux dire, il faut juste offrir des produits de qualité aux gens qui viennent. Là, puis ça va fonctionner. Ouais. Mais il a fallu convaincre... Moi, je fais juste ça, convaincre des gens tous les jours. De dire, c'est important, c'est notre niche, c'est ça qu'il faut faire, c'est l'avenir. On en a besoin, la planète en a besoin. Puis, on fait juste ça. Puis ça s'est bien organisé. Je disais, avec le pavillon de l'île que la ville a construit là. Dans le fond, on va avoir un théâtre. Là, il y a le bistrot. Ben, tu connais-tu l'histoire du pavillon de l'île? Tu la connais pas, hein? Ben, je sais pas. OK. Peut-être j'en connais une, mais mais là, vu que tu le dis, on dirait que je suis sûr d'aller. C'est pas sûr, là. Mais ça aussi, on gérait le refuge faunique, mais on avait accès par le pont de la Savagine, puis il n'y avait rien, là. Il n'y avait même pas
pancarte, tu sais. Fait que il fallait avoir un chalet quelque part, un bâtiment d'accueil pour accueillir les gens. Fait qu'on avait eu l'autorisation de construire un bâtiment d'accueil au pied du pont de la Sauvagine. Okay. Si tu regarderas, quand tu es sur le pont de la Sauvagine, il y a des clôtures que tu peux ouvrir, puis c'est que tu as un accès à l'île. Ouais. Bon, on avait eu l'autorisation de construire là, mais on n'avait pas d'argent. Bon. Puis, j'avais demandé aux Sœurs Grises, est-ce que vous accepteriez que le pavillon de l'île, à place d'être à un accès nowhere, là, qui soit plus en passant le pont des Sœurs Grises, puis il me semble que ce serait bien qu'il y ait un... Ils ont dit, ça fait plusieurs fois que tu nous le demandes, on t'a toujours dit non, mais là, si tu veux, tu pourras nous présenter quelque chose, mais c'est la dernière fois, Luc, là. J'ai dit, OK, c'est beau, ça va être la dernière fois. Il m'a dit, mets pas trop d'efforts là-dessus. J'ai dit, c'est bon. Fait que j'ai pas mis trop d'efforts. J'étais allé à la MRC, puis j'étais allé chercher 35 000 $ pour engager les architectes, puis pour qu'ils conçoivent un pavillon, puis qu'ils conçoivent un système de circulation sécurisé, parce que les sœurs veulent avoir une sécurité. Ouais. Ils veulent pas être dérangés. Fait qu'il y a un système de guérite avec des gardiens, puis tout ça. Parce qu'avant, c'était pas à nous, l'île, c'était pas... Non, c'est ça. On avait juste un petit bout pour le pavillon de l'île. Ouais. Alors, on a développé le concept. J'avais le concept, puis un jour, Jean-Marc Fournier m'appelle, il me dit, t'as-tu quelque chose en tête pour un pavillon d'accueil? Parce que là, les planètes s'enlignent, là, puis j'ai mon répondant au fédéral qui est d'accord avec l'idée. J'ai dîné avec Sergio Pavone, il est d'accord avec ça. J'ai dit oui, on a un projet. Puis c'est un projet de 3,5 millions à l'époque. Puis c'était un tiers. Puis dans les mois qui ont suivi, c'était go, on y va. Fait que, mais on l'avait, le document. Ouais, on avait fait la job avant. En amont, ouais. Fait que les sœurs étaient contentes d'avoir un pavillon destiné à la nature, parce qu'ils voulaient protéger la vie sous toutes ses formes et toutes ses manifestations, qu'ils disaient. Et ils voulaient aussi avoir de la culture. Fait qu'il y avait un théâtre d'été qui était là. C'est Bertin Savard qui était directeur à l'époque. Fait que on l'a fait ensemble. Le théâtre 4 quarts, la ville de Châteauguay et nous, en collaboration avec les Sœurs Grises, on l'a planifié ensemble. Oui, c'est ça. Et c'est là, c'est là qu'on a eu un pied dans la porte, puis on a eu un endroit pour gérer notre refuge faunique. Oui, puis c'est parce que ça diversifie l'offre, si on veut, dans le sens... Il y a le théâtre qui maintenant a une salle de spectacle qui de tout type, là. Oui. De tout type. Fait que là, t'attires des gens, mettons, je vais aller voir un spectacle qui arrive là. Mais là, peut-être que dans le coin, le monde, ils sont moins surpris, là, mais tu sais, j'imagine à l'époque d'arriver, c'est là, ils vont, là, t'as l'accès, tu vois que tout est bien organisé, fait que tu sais, ou vice-versa, des gens qui veulent venir voir des oiseaux, il y a des tentes là, fait que c'est ça qui est le fun d'avoir. Puis je pense que c'est le meilleur alliage de la culture. Avec la nature, tu sais. Il y avait aussi un manque de salles de diffusion à Châteauguay. Oui. Je veux dire, la salle Jean-Pierre Houd. Elle est fun. Petite. Mais tu sais, pareil, il y avait des spectacles avant, c'est fini depuis un méchant bout. Là. Mais la ville aussi avait un projet de salle de spectacle plus grosse au centre-ville, tu sais, comme plus 800 places. Mais quand le projet Pavillon de l'île est arrivé, ils ont comme dit, oups, on va aller avec ça, c'est 400 places. C'est pas assez 400 places pour bien faire vivre une économie alentour de ça. Mais c'est Château-Seine qui s'occupe de ça. C'est le centre culturel, là, c'est Château-Seine qui s'occupe de ça. Ils le font très bien. C'est un diffuseur. Hein, ils ont le mandat de diffuser. Par contre, ils s'arrangent avec une salle de 400 places. Puis il y a des excellents techniciens. Fait qu'on a des très bons spectacles à Châteauguay. On est chanceux. Vraiment. Puis nous, on ouvre notre café pendant ce temps-là, puis on offre des services, puis on essaie d'avoir des produits locaux. Ça, c'est bien important pour nous. Comme Champ Libre, c'est sûr que c'est la bière qu'on veut, qu'on va vendre. Notre bière Ergot de Coq, c'est Champ Libre qui l'a fait. Ouais, c'est ça. Y a c'est toujours la même philosophie derrière tout ce qu'on fait. Il faut que ce soit local, ou bio, ou équitable, ou récupéré, ou tu sais, il faut faire marcher notre économie dans ce sens-là pour réduire les gaz à effet de serre. Oui, puis je le sens aussi, tu sais, au niveau des producteurs, on a fait des émissions produits de chez nous, là, c'est Maxime qui pilotait, mais on sent que les gens, en tout cas, en producteurs, puis même un peu, je vais dire, tourisme ou des trucs, les gens commencent à se mettre ensemble. Oui. Pour justement faire tourner, tu sais, le truc dans le sens que si vous avez la bière Champ Libre, c'est quoi? Quoi ça? Ils sont à merci. Ouais, OK. Tu sais, mais et vice-versa, tu sais, les autres parlent des autres. Fait que ça fait juste
Au lieu d'avoir une espèce de compétition, je fais mon affaire. C'est ça. Non. Mais non. C'est ça l'idée. C'est de se mettre ensemble puis de promouvoir aussi les autres puis d'être bon dans ce que tu fais. T'sais. Mais l'écomarché de l'île aide à réunir tous ces gens-là pour qu'on puisse... C'est pour ça que j'aimerais que la Ville de Marguerite puisse ouvrir des produits de la région qu'on ne retrouve pas ailleurs. Ouais, c'est ça. Mais puis ça va se faire. Là, tu as dit que vous êtes rendu à 80... t'as plus que ça. Cette année, on dépassait le 100, une centaine d'artisans. Parce que c'était le 10e anniversaire. C'était plus gros, c'était sur 3 jours. Ouais, l'année prochaine, on retourne à 2 jours. On va peut-être réduire un petit peu. Mais c'était beaucoup, là. C'était gros, là. C'était très gros. C'est beaucoup... mais c'est pas juste des produits alimentaires, là. Non. Il y a plusieurs... artisanats, il y a tout ce qui est la mode. Il y a les bijoux, il y a tous les savons, les parfums, toutes ces choses-là. Beaucoup l'alimentaire. C'est un peu de tout, là. Puis, c'est ça. Puis, c'est ça. On reçoit, mettons, 150 à 170 demandes. Il faut en choisir une centaine. On a un comité de sélection, puis il y a un système de pointage, puis finalement, le responsable, il collige tout ça, puis il nous dit, voici, cette année, l'édition, ça va être ces gens-là qui sont là. Puis est-ce que, dans le fond, vous essayez le plus possible? Parce que, tu sais, on dit, on veut manger local, mais tu sais, il y a comme... Il y a des rayons, dans le sens que des fois, il y a des produits aussi qui sont pas disponibles, ou tu sais... Est-ce que vous essayez de maximiser les gens qui sont proches, puis après ça, c'est quoi, ça grossit, il y a des rayons, je sais pas comment les gens qui viennent à l'écomarché, s'ils sont du coin, ils ont déjà un avantage. Ils ont déjà des pointages de plus parce qu'on essaie de favoriser davantage les gens d'ici. Et puis, c'est sûr que s'il y en a 5 qui vendent du miel, ils vont se manger, là, je veux dire, ça marchera pas, là. Fait que, on va dire, non, cette année, on a 2. On a 2 miels. On a, tu sais, pour pas... sinon, ils vont se cannibaliser. C'est pas bon. Personne va faire des bonnes affaires. Fait que, il y a des gens qui sont moins contents parce qu'ils ne sont pas choisis, mais des fois, l'année suivante, ils le sont. Fait que... Puis le produit, on vérifie beaucoup la qualité du produit aussi. On veut pas n'importe quoi, là. OK, aussi, si... Pour sauver c'est bio... c'est pas juste une fiche de soumission, là, vous avez le produit pour pouvoir prendre une décision. Avec le temps, ça fait 10 ans quand même. Fait qu'on connaît, connaît la qualité des artisans. Puis, mais on le voit quand ils nous envoient leurs petites vidéos. Tu sais, on voit si les billes viennent de Chine, puis ils assemblent ça, puis devant ça m'intéresse pas. Là, mais si ton bijou est fait avec une vieille toiture d'église en cuivre, puis il l'a travaillé, c'est ça qu'on veut. C'est la récupération. Des trucs bio. C'est ça. Oui. Ça, c'est le fun. Mais ça, parce que c'est un autre débat, puis je repensais à ça, mais tu sais, le côté local. J'avais fait une émission avec Caroline du Ruban Bleu, la fromagerie de chef. Tardif. Puis maintenant, on s'est mis à parler d'achat local, parce qu'elle, justement, sa boutique à Ruban Bleu, c'est comme un point, puis elle a plein de trucs, mais elle a des trucs qui sont pas nécessairement du coin, tu sais, qui sont plus loin, peut-être du Bas-Saint-Laurent, mais... Puis après ça, c'est toute elle me posait, puis c'est une question quasiment philosophique, parce que t'as l'idée, je vais acheter local québécois pour aider les gens qui sont de ma nation. Mais il y a le côté environnemental, parce qu'elle disait, ça se peut qu'il y ait un produit qui vient du Maine, des fruits de mer, mais ils sont moins loin que la Gaspésie. Oui, je comprends. Fait qu'environnementalement parlant, il fait moins de route. Mais c'est sûr. J'aide pas l'économie québécoise. C'est comme un dilemme tout le temps entre où je tranche la ligne, puis c'est pas clair, puis c'est justement quasiment une question éthique, là, philosophique, que t'as pas tort, t'as juste... Peu importe, tu dis, c'est environnementalement, je veux, c'est ça qui est plus important. Okay. Mathieu, on dirait qu'on est en train d'écrire le livre, c'est-à-dire que on apprend tout ça. Tu sais, on dit, mais là, il y a un impact environnemental. Tu dis, qu'est-ce qu'on fait? On dirait qu'on on n'a pas l'historique de ça. Non, on est en train de l'écrire, on est en train de le vivre, là, tu sais. Puis tout le monde de façon possible, tu sais. Puis. Pas de solution. Puis de toute façon, si tu dis, je vais prendre les crevettes de Matane pour un congé de Québec, c'est parfait. Puis si je vais prendre celles qui sont plus proches, c'est parfait. Il y a une personne qui a tort, on dirait, dans ce débat-là. C'est-à-dire quand tu as un produit qui est bio, tu en as un qui n'est pas bio, mais souvent celui bio, il va être emballé, suremballé. Ouais, c'est celui qui n'est pas bio, il n'est pas emballé. Bon, qu'est-ce que je fais? C'est pour ça qu'on a un jardin, là, nous autres. C'est parce qu'on veut faire du bio le plus possible, mais on veut le montrer aux gens. C'est pour ça que c'est une fenêtre, ça. Notre jardin, il y a des jardiniers qui sont là. C'est Julie qui est là. Et elle reçoit les gens, puis elle explique comment ça fonctionne. Puis c'est pour ça qu'on vend des plants bio, puis on va les partir les semis bientôt, là, nos semis à nous. Là. Fait qu'on avance là-dedans pour dire aux gens, vous pouvez le faire, là, on l'enseigne aux gens. Là.
C'est ça. Et dans le fond, votre jardin, il sert au café, mais il sert aussi à vendre des semis? Ou oui, au printemps, on vend toujours ce qu'on a dans le jardin, on le vend. Là, les gens peuvent venir chercher leur plant. C'est sûr que nous autres, c'est du bio. Là. Puis maintenant, il y a une nouvelle affaire. Cette année, ils vont être, j'ai appris ça hier, on va pouvoir planter le plant avec le pot. Parce que le pot est biodégradable, il se dégrade dans le sol, puis il n'y a pas besoin de jeter le pot après. Tu sais pas quoi faire avec. Là, le pot, on va faire un trou en dessous, puis on le plante, puis c'est tout ce... On va le voir, là, c'est nouveau. Là. Alors, on écrit l'histoire. À chaque année, il y a du nouveau. À chaque saison, il y a du nouveau. Ça n'arrête jamais, tant mieux. Puis au niveau... je sais pas, j'ai envie de parler de tourisme, parce que souvent, quand on parle d'héritage Saint-Bernard, on parle d'environnement, de protection de territoire, mais vous êtes un pôle touristique. Oui. Dans un certain sens. Nous, on dit écotouristique. Écotouristique. Ouais. On dit ça. Mais il y a le mot touristique. C'est ça. C'est du tourisme. Mais c'est ça, c'est parce que j'ai l'impression que les gens, ils redécouvrent un peu le Québec dernièrement. Je sais pas, est-ce que tu as senti aussi que vous attirez des gens un peu à l'extérieur de... Je sais pas si tu as des chiffres. Oui, on a des chiffres. Parce que quand on a fait en 2015... l'étude économique de l'île Saint-Bernard, là, on a su, parce qu'on a sondé tout le monde. Fait qu'on a su d'où venaient les gens, puis ils venaient pourquoi. On a su tout ça. Puis ça, je t'ai dit qu'il y a comme 5 millions de retombées économiques, 122 emplois permanent de créer, pas 122 à Héritage Saint-Bernard, c'est 122 parce que l'île Saint-Bernard est là. Ça crée des emplois permanents un peu partout alentour. Puis oui, on sait que, par exemple, on est dans le 60-40. 60, c'est Châteauguay, le grand Châteauguay, les environs, Valleyfield, puis tout ça. Mais tu as un 40 là, qui vient de Québec, qui vient de beaucoup plus loin qu'ici. Puis tu as des gens de l'Ontario qui viennent, puis tu as un peu d'Américains. Les Américains viennent surtout pour les oiseaux, parce que quand mettons, la chouette lapone, comme est arrivé il y a 2 ans, la chouette lapone, où il y avait 5 chouettes lapones dans l'île, c'est pas supposé. Fait que là, ça attire du monde de partout. Fait que là, il y avait des minibus des États-Unis qui arrivaient. Puis ils s'en venaient voir la chouette lapone. Puis là, ils découvraient l'île Saint-Bernard, puis ils découvraient les produits qu'on avait. Puis ils repartaient avec un gros sac avec du savon, des tasses, du miel. Parce qu'on a des ruches aussi, on a oublié de dire. Ça, vous avez du miel. Puis... oui, au niveau touristique, c'est sûr que c'est un pôle qui est majeur à la MRC, parce que près de 300 000 personnes, le plus proche, c'est le parc Safari, qui est à 350 000 personnes. Sinon, le Mont-Saint-Hilaire, qui dépasse ça, qui est à peut-être 400 000 personnes, mais c'est gros, là. Mais oui, c'est un pôle touristique intéressant, l'île Saint-Bernard. Y avait-tu une autre question? Non, je sais pas. J'ai comme... Non, parce que c'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup d'autres dans la région. Si tu viens à Châteauguay, va là, puis après ça, c'est des chaînes. Je n'ai rien contre Châteauguay, mais je trouve que c'est tellement vivant à cet endroit-là, Héritage. Puis moi, je viens de la station, je t'ai collé dessus. Mais le reste de la ville, j'ai l'impression que c'est un peu comme... terne. Je veux dire, il n'y a pas rien d'autre sur la route. Il faut que les gens ils vont passer par Héritage. Puis après ça, il faut qu'ils aillent justement un petit peu plus loin pour vraiment peut-être profiter d'un week-end on n'est pas une région touristique comme non, parce qu'il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas... Tu sais, sur l'île Saint-Bernard, tu as un hôtel, mais le manoir d'Youville, il y a 115 chambres, mais on sait que c'est des petites chambres, c'est les anciennes chambres des Sœurs Grises, là. Fait que c'était modeste. Il y avait... Puis les toilettes à l'étage. Toilettes à l'étage. Il y a à peu près 10 chambres qui ont leur toilette, mais sinon, toilettes à l'étage. Puis il n'y a pas d'air climatisé nécessairement. Dans les grandes salles, oui, mais dans les chambres, c'est un défi, là, parce qu'il fait chaud, tu sais. Puis, mais ils font ce qu'ils peuvent, les gens qui gèrent ça. C'est le groupe Companium. Ils font de leur mieux, mais on sait que c'est un hôtel atypique qui n'est pas comme les autres. Puis, il n'y a pas de télévision. Il n'y a pas de téléviseur dans les chambres. Fait que le touriste qui vient, il faut qu'il soit avisé qu'il ne s'en vient pas passer du bon temps dans sa chambre. Non. Il s'en vient dans un milieu naturel exceptionnel. Puis il s'en va dans le refuge, puis il s'en va au centre nautique, puis il s'en va voir les couchers de soleil, puis ou bien on s'en va en ponton ou en navette fluviale. C'est ce qu'il y a alentour qu'on va vendre aux touristes. C'est pas la chambre d'hôtel. C'est ça. Mais tu sais, ça reste... je fais un petit lien, mais je suis allé au Spa Eastman dans les fêtes. Mais c'est que les chambres, justement, il n'y a pas de télé. Mais elles sont belles, puis tout ça, mais c'est parce que l'idée, c'est que tu vas, c'est pour une retraite au Spa Eastman. Tu vas là pour aller toute la journée dans les bains, dans toutes les activités, parce qu'il y a plein d'activités. C'est pas
C'est ça. C'est pas là pour la chambre, pantoute, là. Fait que c'est dans une vieille maison. C'est juste qu'ils ont bien fait, mais c'est très sobre, là, quand même. Moins, mettons, que les chambres des sœurs grises. C'est un peu mieux que ça, mais je veux dire, c'était ça l'idée, tu sais, c'est que tu vas... C'est un peu ça, là, tu sais, que tu vas aller juste profiter du lieu, en fait, là. J'imagine. Mais ouais, il y a quand même, je pense qu'il y a 10-12 000 nuitées quand même. Quand même. Qui sont vendues. C'est quand même bien. Mais c'est sûr qu'il faut mettre des sous là-dedans pour que si on veut un hôtel un peu plus ça coche, c'est sûr qu'il faut mettre des sous. Puis ça, c'est au conseil de ville. Ça appartient à la ville, hein? Ça appartient au conseil à la ville de Châteauguay. Okay. L'hôtel et le bistrot La Traite. Alors, c'est à eux de décider c'est quoi l'avenir. Je sais qu'il y a une étude là-dessus présentement. Okay. On verra bien. Une étude qui est en cours. On verra bien ce que ça va donner, tout ça. Puis, parler peut-être de l'aspect des camps de jour qui sont très présents durant l'été. Puis l'espèce de parc de pirates qui grossit à chaque fois que j'y vais. C'est beau, ça. Tout ça, on va parler que vous faites tout vous-même, puis que vous achetez pas des jouets, des trucs. C'en est une belle preuve là, de créativité et de débrouillardise, là, quand même, parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a tout un espèce de parc d'attraction, on pourrait dire, en quelque sorte, là, pour les gens. C'est plus de l'hébertisme qu'on appelle. C'est une piste d'hébertisme pour... parce que... Pardon? À hauteur d'enfant. Bon, pour les enfants. C'est ça. Mais l'idée, c'est qu'on sentait qu'il y avait un déficit nature chez les jeunes. Il y avait moins... Tout allé au Bois-Martin, là, on le sait, là, puis moi avec, mais ils vont moins au Bois-Martin. Je veux dire... fait que il y a un déficit nature, puis je trouve ça triste, puis on a dit, bon, on va faire quelque chose. Quand ils viennent à l'île, on va aller jouer. Puis on va monter dans les arbres, puis on va marcher sur la plage, on va ramasser des coquillages, on va aller dans l'eau. On va aller dans l'eau jusqu'aux genoux, puis ça devient un site d'hébertisme où ils bougent. Puis, c'est ça qui était le fun. Je veux dire, dans le sens, moi, quand j'allais dans le Bois-Martin, c'était pas pour prendre une marche. Quand j'étais enfant, on a fait 2 cabanes. Dans les arbres, grimper. On se fait une cabane, puis on dirait qu'une fois qu'elle était faite, la cabane, il n'y avait plus, c'était l'idée de la faire, mais tu sais, c'est ça, ça prend des jeux, tu sais, parce que juste marcher. Le côté éducatif, c'est le fun pour les enfants d'en apprendre sur la nature, mais c'est peut-être pas ceux qui vont vouloir justement observer les oiseaux puis être patients. Ils ont besoin de bouger, c'est normal, puis de jouer. Fait que c'est le fun qu'il y ait un lieu pour ça, parce que les parcs, il y en a qui sont neufs, sont tous beaux, mais ils sont pas dans un milieu naturel. Puis la manière que c'est placé, parce que tu sais, le reste des sentiers, souvent, on est assez silencieux quand on marche là pour essayer de pas déranger la nature, mais on dirait que c'est le fun. Puis où c'est placé avec la plage, on dirait qu'on peut faire du bruit. Oui. Puis c'est pas trop mais cette plage-là, la plage Le Grillon, autrefois, c'était... Tu vois, il y a des anciennes structures quand tu y vas en ciment, là. Ouais. C'était c'était un endroit où les Sœurs Grises offraient cet endroit-là pour les personnes handicapées. Donc, il y avait des camps. C'était le camp Le Grillon qui était là. Bon, on a des photos. Ça a été démoli. Il reste des infrastructures qui sont là. Bon, on a remis un camp, si tu veux, en place, mais sans avoir de bâtiment comme tel, mais au moins... les jeunes peuvent venir faire de l'hébertisme, mais après, c'est sûr qu'on va parler des animaux, puis on va, les deux sont possibles, mais ils veulent bouger, il faut les faire bouger, ils vont bouger, mais après ça, on parle aussi de nature, puis d'animaux, puis tout ça, mais cet été, on va avoir je pense, c'est 9 semaines de camp de jour chez nous. C'est nouveau, là. Fait qu'on on s'oriente plus là-dessus, puis ça va être des thématiques là, qui vont revenir. Donc, là, les insectes, les mammifères, la survie en forêt ou des choses comme ça. Ils vont en avoir pour tous les goûts, là. Mais l'idée, c'est de toujours les amener dans la nature pour qu'ils jouent, qu'ils s'amusent, qu'ils aiment ça. Puis, à un moment donné, ça devient des gens qui protègent la nature. Ben oui. Si tu vas aller jouer dans la nature, il faut qu'il y ait une nature. Il faut la protéger à un moment donné. En même temps, ça, toutes vos structures, tout en bois, c'est tout, tu sais... c'est juste ça, tu peux expliquer aux enfants que on l'a pas fait, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de... Il y en a un peu. Les glissades, il faut les mettre en plastique. Mais... Ouais, j'avoue que les glissades en bois, il y a quand même des limites d'être écologique. Mais je veux dire, tu sais, c'est ça que je voulais dire, dans la grosse idée, c'est plus, on l'a fait en bois, on a pris, tu sais... Parce qu'on met ça dans la nature, on essaie d'être là, tu sais, fait que tu peux déjà expliquer par la structure de tout ça qu'on essaie d'avoir le moins possible d'empreintes sur le... Puis je te dirais que les animateurs qui conçoivent les jeux ont vraiment beaucoup d'imagination. Là.
tous les jeux d'eau, là, c'est complètement fou. Les pompes qu'ils ont inventées. Il y a des pompes, là. T'as des manivelles. Ouais, mais non, mais juste, c'est comme des espèces... Il y a comme un fusil à eau, mais qui prend l'eau du lac. Oui, c'est ça. Il faut que les enfants doivent pomper. Il faut que tu pompes le truc. Puis là, ça t'amène de l'eau. Puis là, tu peux faire une guerre d'eau. Tu peux faire des concours. Mais l'idée, c'est de comprendre comment fonctionne aussi une pompe. Oui, c'est ça. Comment faire monter de l'eau dans un tuyau, puis comment ça marche, puis la force motrice que tu dois utiliser pour aller chercher l'eau. En tout cas, il y a plein de jeux comme ça où on fait appel à différents aspects de l'intelligence de l'enfant, tu sais. Ouais, c'est qui est le fun. Y a-t-il un partenariat avec le Centre nautique sur genre les activités? Je sais que c'est à côté, mais je veux dire, les gens qui vont débarquer en canot sur l'île, ça existe-tu, ça? C'est-tu possible? Ce qu'on fait, c'est que souvent, nous, quand on a des activités où on a 3 Rabascas chez nous, mais tu sais, quand il faut partir 5-6 Rabascas, on a des ententes pour louer de l'équipement au Centre nautique. C'est à peu près ça. Puis la surveillance, eux, ont des surveillants en canot pneumatique. Fait qu'on les avise quand on part pour qu'ils nous donnent un coup de main. Là. Mais c'est la ville de Châteauguay aussi. Fait qu'on est en super lien avec eux. Là. De toute façon, c'est à côté. Moi, je veux dire, les gens qui vont aller là, ils font du kayak, du canot, de la voile. Après ça, on va prendre un café, il va prendre une bière à la traite. C'est un beau complément. Là. Ça va de soi. Puis moi, quand j'étais jeune, j'étais beaucoup au Centre nautique, mais ça n'existait pas encore, l'aspect sur l'île. Mais maintenant, à l'âge adulte, quand j'y retourne, c'est bien plus convaincant d'inviter des amis à venir faire une activité nautique parce qu'il y a une option souper ou repas après, là, peu importe, ou de marche. Même, là. Une belle surprise, on est en train de remettre revoir le moulin qui est là, 1686, puis t'as la grotte là, avec la Vierge Marie et Sainte Bernadette Soubirous qui est là, et la croix, le cimetière, l'escalier, on est en train de tout retaper ça là, avec les architectes, puis les travaux vont se faire à l'automne, avec les Sœurs Grises aussi, et les archéologues vont être présents aussi pour nous superviser les travaux pour pas qu'on fasse les bonnes choses, là. C'est ça. Mais on détruit rien, on fait juste améliorer et corriger tout ça, fait que ça va être super agréable. Le moulin va être éclairé, la grotte aussi, de façon intelligente. Là. Mais puis le moulin avait besoin d'aide. Là. Les portes, les fenêtres sont finies, fait qu'il faut remettre ça comme c'était à l'époque. Puis mais ça, c'est un beau projet, ça va être incroyable. 1686. Oui, le moulin, c'est un des plus vieux d'Amérique du Nord. 1686. Avant l'arrivée de Marguerite Diouville sur l'île, il y avait déjà un moulin qui était là. Ça servait de traite? Le moulin, c'était pour donner le service aux censitaires, aux gens qui faisaient le grain. Il faut que tu fasses moudre ton grain chez le seigneur. Le seigneur est obligé de te donner un service pour le grain. Fait que tout le monde arrive là avec son grain, ressort avec sa farine, doit donner une partie de sa farine au seigneur pour le service offert. Alors, là, juste le moulin, si vous me partez sur le moulin, écoute, c'est tout un monde, les moulins. Là. Mais lui, il date de 1686 quand même. Fait qu'on le met en valeur, on explique à l'intérieur du moulin qu'est-ce qui se passe, puis... Mais c'était tout un monde. Il faut être invité pour... mais j'avais une question qu'on s'était dit avant, puis là, j'allais l'oublier, mais en terminant, il nous reste peut-être 3-4 minutes. Mais parce que c'est ça qu'on parlait, on réfléchissait avant de te recevoir, l'île Saint-Bernard. Je ne vais pas souvent, mais j'aime ça y aller. C'est un endroit, on y va, on veut relaxer, mais l'affaire, on s'est dit, toi, t'es là tout le temps. Oui. Fait que t'as-tu un autre endroit, t'as-tu comme un... Quand t'es en vacances, quand tu veux relaxer. J'ai besoin de relaxer, ça, mais je travaille là, fait que je vais ailleurs. Oui, je suis là tous les jours. Par la bande, je veux savoir c'est quoi t'as-tu des endroits que t'aimes aller dans la région, je sais pas. Ben, écoute, moi j'aime beaucoup le Québec là. Je suis très Québec dans mes déplacements parce qu'on le connaît pas bien. Puis quand tu vas, à un moment donné, on avait un voyage, Héritage avait un voyage à Vancouver à faire. On avait gagné un prix, puis on nous avait invité à aller chercher un prix à Vancouver. Puis j'étais allé à Vancouver, j'étais avec Dominique Gendron qui connaît bien le Québec, tout ça. Puis on était quand même époustouflés de voir les montagnes à Vancouver. Puis tu sais, il me dit là que quand est-ce que t'étais allé en Gaspésie? Je suis pas allé encore, tu sais. Mais il dit, c'est la même nature qu'ici, sauf que les montagnes sont moins hautes. Ouais, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, je m'en vais en Gaspésie, je suis tombé sur le dos. La Gaspésie, je suis allé une couple de fois. Puis là, j'ai vraiment trouvé ça beau. Les îles de la Madeleine aussi, la Côte-Nord aussi. La Côte-Nord, je l'ai pas faite encore, mais tout ce qui est Tadoussac, ça, j'adore aller à ces endroits-là. Mais quand tu découvres la Gaspésie, c'est vraiment spectaculaire. Puis là, je suis allé à la pêche au saumon 2 fois dans les rivières à saumon de la Gaspésie.
et ça, c'est le top. Pour moi, si tu me demandes c'est quoi, là, quand tu es dans une rivière que l'eau est plus pure que dans une piscine, là, elle est plus transparente, tu sais, c'est turquoise, là. Puis tu vois les saumons, là, puis tu t'en vas là, puis t'es comme seul au monde sur une rivière, puis de chaque côté, c'est des montagnes, puis de temps en temps, un ours, puis ça. Il y a rien qui... Pour moi, il n'y a rien qui bat ça, là. Puis j'ai eu la chance d'y aller avec mon fils Hubert, là, juste avant qu'il soit papa. Ouais. Mais ça c'est mon trip là, que j'aime beaucoup. Là. Ouais, puis aller à la pêche, moi, le lac Saint-Louis, c'est mon terrain de jeu. J'adore aller à la pêche plus que tout au monde. Même si je suis seul, je vais y aller. Je connais mes spots. Puis ça mord, ça mord pas, ça me dérange pas. Non, moi, je suis sur l'eau, puis c'est un autre beat, puis c'est autre chose. C'est un autre point de vue de ta ville, puis des rivages, puis ça. Puis tu vois tellement... Le lac Saint-Louis est beau, puis tu vois tellement les poissons. Là, moi, j'adore être debout dans la chute, puis juste regarder les poissons qui se promènent. Puis l'autre jour, j'ai vu, il y avait un anguille qui était là, la tête dans le sable, puis il y avait un achigan qui ne lâchait pas d'aller l'achaler, puis tout ça. Puis là, l'anguille, elle se sauvait, puis je voyais la course, puis le jeu entre les deux. L'anguille, elle trouvait pas ça drôle, pantoute, tu sais. Mais tu vois des choses que tu dis, ben voyons donc, tu sais. Ben, en tout cas, ça me... Mais non, mais moi, Mathieu, je suis souvent dans le bureau parce que je suis plus gestionnaire, si tu veux, maintenant. Mais j'ai toujours autant de plaisir à aller dans le refuge, me promener, puis je sors de là, j'ai tabarouette. C'est donc ben le fun, je devrais y aller plus souvent. Ou aller sur le tertre, tu sais, souvent je vais aller prendre des marches sur le tertre. Mais en même temps, je décroche pas, tu sais, de « Ah oui, il y a ça à réparer, il y a ça, il y a ça. » Je vois toutes ces choses-là, des choses à améliorer, mais je suis quand même heureux. Puis je suis surtout heureux de... comme endroit. Ben oui. Mais je suis surtout heureux de voir les gens heureux, tu comprends? Sur l'île, là, je vois les gens heureux, là. Ils savent même pas qui je suis, je m'en fous, mais ils sont heureux. Fait que moi, ça me remplit de bonheur. Ben, c'est ça qui est ça, je pense. Oui, parfait. Gros merci. Là. Merci à vous. C'était bien agréable. Tu reviendras. On va parler de pêche. Ça marche, on parlera de l'histoire de pêche.